rebonjour, nous sommes en direct depuis Le Mans où il n'y a pas d'orage, où il ne pleut pas et donc le départ aura vraiment lieu chez nous à 16 h pour l'événement de la journée, c'est-à-dire le départ des 63e 24 heures du Mans avec l'un des plus beaux plateaux depuis pas mal d'années déjà, réunis ici. Donc une superbe compétition et un super spectacle qui va commencer maintenant dans moins de 6 minutes. Lionel Chamoulot, Jackie X sont déjà à leur poste de commentateur. Nous avons des invités, Franck Lagorce, Olivier Grouillard, ancien pilote de Formule 1. Oui, oui Thierry. Avec le président de France Télévisions. Quelques secondes oui. Alors. Pardon président, mais quelques secondes. Quelques secondes avec le président. Alors, vous avez vu les voitures président, c'est un événement que vous découvrez, l'environnement de cet événement. Je suis d'autant plus heureux que je ne suis pas expert, c'est la première fois que je suis au Mans. Mais que je suis impressionné par cette course qui est une course de légende. C'est ici que le sport automobile est né et dans le monde et a acquis sa réputation. Et je suis heureux que France Télévisions, France 2 et France 3 participent à la renaissance des 24 heures du Mans. Ici, c'est un sport d'endurance, on voit de leur résistance physique et nerveuse et en même temps un sport qui marque la solidarité entre, comme on le voit, les pilotes et toutes les équipes qui travaillent autour d'eux. C'est pourquoi ce que nous allons essayer de montrer avec toutes les équipes de Jean Réveillon tout au long des 24 heures, c'est à la fois ce qui se passe sur cette piste que l'on voit, où les voitures vont prendre le départ avec le président Philippe Seguin, mais en même temps ce qui se passe autour, dans les stands, dans les écuries, autour du public. Et j'ai le sentiment que c'est en même temps une fête. Nous, notre vocation à France Télévisions, c'est d'aider les 60 ou 70 grands sports français, les grands, les petits, tous des sports populaires. Et on a le sentiment en même temps d'aider dans certains cas l'environnement national et régional comme on le fait ici pour soutenir les efforts que vous faites. Monsieur le ministre Fillon, vous êtes de la Sarthe, vous relancez vous aussi ces 24 heures du Mans. Vous les avez vus depuis votre enfance et vous les voyez repartir. Ici, vous savez, on est tous des passionnés des 24 heures du Mans. J'y viens depuis 1955, c'est-à-dire quand j'avais 1 an. Le Mans est en pleine renaissance, vous venez de le dire, grâce à un nouveau règlement, grâce à une nouvelle organisation et grâce à France Télévisions. Il est incontestable qu'aujourd'hui, la renaissance de l'endurance passe par une télévision plus présente et c'est ce que nous attendons avec beaucoup d'impatience. C'est ce qui se passe tout autour de la piste qui est ouverte là maintenant et autour de laquelle on va voir beaucoup, si j'ai bien compris, à la fois d'Anglais, de Belges, de gens des régions et de Parisiens qui viennent participer à ce que vous m'avez raconté être une fête. C'est une grande fête populaire, une grande fête internationale et nous aurons un public beaucoup plus nombreux que les années précédentes, mais je crois que le départ va être donné dans quelques instants. Oui. Voilà, on va vivre ce départ en direct. Le président, vous restez avec nous 24 heures, bien entendu. N'exagérez pas, mais de nombreuses heures. On va attendre le passage des voitures. Si j'ai bien compris, elles ont fait un premier tour. Voilà. Et M. Seguin Un tour va de donner chauffe. le départ. Et M. nous Seguin aidons avait ses drapeaux. tous les sports en essayant de les prendre quand les gens sont très très jeunes. Comme nous serons sans doute présents aussi aux Jeux de l'avenir. Parce que là, on les prend, je crois, à partir de 4-5 ans. Oui. Et Jean Réveillon m'a dit qu'il fallait qu'on y soit. On y sera aussi. C'est une manière d'aider les jeunes. La région, c'est la mission d'une télévision de service Monsieur public. le Président. Merci, Président, Monsieur et place au sport auto. Oui. Monsieur le Président, Jean-Pierre, merci. 3 minutes seulement de départ. C'est un événement international suivi par des millions et des millions et des millions de spectateurs à travers le monde. C'est retransmis en direct au Japon, en ce moment en particulier, mais dans un nombre considérable de pays. Tout de suite avec Lionel Chamoulot, Jackie X, le départ de ces 24 heures du Mans et une pensée émue pour notre copain Jean Mamère qui ne pouvait pas être présent avec nous, qui a un pépin de santé. On pense à toi, Jeannot. C'est parti. Oui, c'est vrai, on pense à Jean et puis il y a un autre Jean qui nous a Jean rejoint, Todt qui est venu nous c'est rejoindre. Jean Todt qui est avec nous. Jean qui a fait un petit tour là autour bien sûr des voitures et qui a été ovationné par le public après la victoire au Canada de Jean Alesi. Puis X et Todt, ça rappelle quand même pas mal de souvenirs aux amoureux du sport automobile dans bien des domaines. Alors messieurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que les voitures sont sur la piste. On va peut-être nous aussi aller sur la piste, Jean, pour retrouver cette ambiance si particulière du moment du départ. Vous avez gagné avec Peugeot à 2 reprises, vous êtes parti sur un triplé. D'ailleurs, c'était vraiment une saison exceptionnelle pour vous. C'est quand même quelque chose, on le disait tout à l'heure, pour commencer, d'extraordinaire. Le Mans, c'est une fête incroyable, mais quand on travaille, comme c'est le cas pour toutes les équipes qui sont là en ce moment en train de se préparer à se lancer, il ne faut pas se rater. Hein. Non, le Mans fait partie des courses magiques et c'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on avait gagné avec Peugeot en 1992 et en 1993, c'était un triplé, j'ai tendance à dire un triplé de légende qui laissera un souvenir formidable. Et puis ça a été aussi sûrement une cassure entre un ancien règlement et un nouveau règlement. Lionel ? Et
aujourd'hui, ce qui se passe, eh bien, on est en train de voir la naissance d'une nouvelle discipline avec beaucoup moins de grands constructeurs engagés, par contre beaucoup plus d'équipes et puis je pense une bagarre beaucoup plus ouverte. Oui, Lionel Lejean. Oui, Thierry. Oui, un petit mot peut-être avec Philippe Seguin, monsieur le président, bonjour. Petite anecdote, vous n'aviez pas de drapeau à l'instant même? Pas de drapeau, ce qui posait quand même un problème pour donner le départ. Quel effet ça fait de donner le départ des 24 heures du Mans? Vous êtes passionné d'automobile? Oui, je suis passionné d'automobile. Pour moi, les 24 heures du Mans, c'est une institution à laquelle je m'intéresse depuis des décennies et des décennies. Et puis, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'en donnerais le départ et je suis ému comme un premier communion. D'autant que je ne sais pas exactement comment on fait. Je suis rodé pour le Tour de France à vélo. Mais là, je ne sais pas. Et on va vous observer le Tour de France et dans quelques semaines sur France Télévisions. Merci, président. Merci, messieurs. C'est vrai qu'il suffira d'abattre le drapeau et tout le monde sera lancé. Jackie X, cette préparation un peu particulière maintenant pour le Mans, parce que vous êtes à l'origine de cette nouvelle façon de prendre le départ. Parce qu'avant, c'était on se lançait en épi, on courait dans sa voiture, on montait dans sa voiture et on partait. On se souvient de ces images. Et vous aviez été parmi ceux qui disaient que c'était trop dangereux de faire ça et qu'il fallait être attaché dans sa voiture pour se lancer sur la piste. Dans les années 70, on a commencé à prendre conscience en sport automobile qu'on pouvait améliorer considérablement la sécurité et notamment la beauté du départ. Le Mans, c'est vrai, c'était le départ en épi, mais ça obligeait les pilotes à se lancer non attachés dans la ligne droite des Hunaudières où on faisait quand même déjà 350 ou 360 à l'époque. Et donc cette année-là, j'avais décidé de renoncer au départ et de m'attacher. Ce qui a fait la légende de ça, c'est probablement que cette année-là, j'ai aussi gagné en étant parti dernier et en ayant terminé premier. Mais enfin, disons, ce n'était que le point de départ d'une grande évolution dans le domaine de la sécurité en automobile. Allez, on se prépare pour le départ justement puisque les voitures reviennent quasiment maintenant dans la ligne droite des stands. Regardez le chronomètre, 15h59 et 22 secondes. Alors évidemment, quelle que soit l'heure à laquelle les voitures vont s'élancer, eh bien, ça durera 24 heures, même s'il est 16h et 1 minute. Ça dure donc 24 heures dès le moment où les voitures sont lâchées. Alors la grille de départ, eh bien, vous la connaissez sans doute si vous avez suivi nos émissions et ce matin et dans les journaux avec une première ligne entièrement française, 100% française, avec notamment les WR de David Bouvet et Ballandras. À côté, on aura l'autre WR, de celle de Gonin, Petit et Rostand. Et puis derrière, les deux Courage, d'abord celle de Volek, Andretti et Laris, et la C34, celle qui est équipée du moteur Porsche. Et voici Monsieur Seguin donc qui abat le drapeau pour lancer les voitures. C'est parti pour 24 heures avec 1 seconde seulement de délai, c'est parfait. Et donc voilà, nous sommes partis pour 24 heures. Évidemment, un départ aux 24 heures du Mans, ça n'a pas la même importance qu'un départ en Formule 1. Car maintenant, il va falloir gérer justement une course de 24 heures. C'est la spécificité de cette épreuve fantastique. C'est qu'il faut être vite, il faut être performant, mais il faut savoir aussi ménager comme il faut la voiture et préparer sa voiture et ses arrêts au stand avec un petit peu de feeling, mais aussi d'organisation. Alors justement, Jean-Todt, vous qui êtes parmi ceux qui préparaient le mieux les courses, comment préparait-on à l'époque des 905 justement les arrêts au stand? Est-ce qu'il y avait vraiment une technique complètement mise au point avant la course, ou alors c'était en fonction de ce qui se passait sur la piste que vous preniez des décisions pour les rentrer au stand par exemple? Non, bien sûr, on est capable d'anticiper la course et on peut même dire qu'une course comme celle des 24 heures du Mans, comme toutes les courses d'ailleurs, elle se gagne avant le départ. Elle se gagne grâce à la qualité de la préparation des voitures et des équipes, et puis évidemment au Mans la stratégie est particulièrement importante, puisque c'est une course qui se joue sur les ravitaillements, sur les changements de pneus, sur les changements de freins. Et puis évidemment, la voiture ne doit pas s'arrêter. Quand je dis ne doit pas s'arrêter, un incident mécanique d'un tour, de 2 tours, peut être totalement déterminant pour faire perdre une course. Donc c'est une course qui se gagne dans les stands. Alors chacun aura sa tactique. A priori, les pilotes partiraient pour faire des doubles relais, alors que là, eh bien, la Courage remonte. La Courage de Bob Volek est en train de remonter en 2e position, alors que l'on sort des Hunaudières, puisque bon, c'est vrai que c'est pas déterminant d'être tout de suite en tête, mais c'est vrai que quand on a réussi la pole position, quand on commence à prendre un rythme de croisière, eh bien, ça peut rassurer son équipe, mettre dans de bonnes conditions tout le monde. Jackie, ce qui est intéressant aussi cette année, on le disait, c'est que c'est très difficile de savoir comment va évoluer cette course, dans la mesure où là on suit pour l'instant les voitures de tête qui sont les prototypes, mais on sait aussi que sur la distance, eh bien, les GT, les GT1 notamment, peuvent venir se mêler à la bagarre du classement général. La grande difficulté du règlement actuel, qui est assez complexe, il faut le dire, est basée sur une notion d'équivalence au niveau des puissances ou de poids ou de rapport poids-puissance
entre différentes catégories, c'est-à-dire les prototypes IMSA ou Le Mans, et puis les GT1 et les GT2. L'idée des organisateurs, c'est évidemment de rendre les 24 heures du Mans beaucoup plus intéressantes et d'avoir cette difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de donner un favori. Mais comme l'a rappelé Jean-Todt, les victoires au Mans se gagnent bien avant l'épreuve elle-même. C'est une question de préparation, de mise au point. Et on met toutes les chances de son côté au départ. Lionel ? Oui, Gérard. Oui, juste une petite information. Olivier Grouillard, qui était avec nous là, est parti en courant. Il nous a quittés parce qu'au passage, donc dans la ligne droite des stands, il n'a pas vu la McLaren numéro 50, donc la GTR. Et il se demande si elle est vraiment partie. Alors ça, c'est une première info. Et Franck Lagorce, qui est à côté de moi, dit que lui, il n'a pas vu la Porsche Kramer. Alors la Porsche Kramer, celle de Boutsen, hein, vous parlez de celle de Boutsen? Oui, bien sûr, la 4. Ouais, la 4, eh bien, il m'a semblé que sur l'après-grille, il y avait un problème avec la Porsche Kramer et elle me semble être encore dans les stands. Car vous savez que comme d'ailleurs en Formule 1, les voitures se positionnent sur la grille, mais peuvent aussi rentrer au stand, repasser, refaire des tours. Et là, il m'a semblé effectivement que la Porsche était en difficulté. Les mécaniciens étaient autour. Oui, Elle n'est pas partie. Thierry? Oui, avec la Sarde numéro 26 d'Alain Ferté aussi qui est arrêté au stand. Elle est derrière nous, vous la voyez. Problème d'embrayage dès le départ, donc dès le début de cette course. Ouais, allez faire un tour du côté de chez Kramer, s'il vous plaît Thierry, pour voir effectivement s'il y a un problème avec la voiture de Stuck et Boutsen notamment. Voilà, donc on va boucler le premier tour. Voilà qui est fait avec donc la WR qui est toujours en tête à la fin de ce premier tour, celle de Gonin, devant Bob Volek sur la Courage et David Williams qui avait réussi la pole position. C'était une première car ce jeune palois de 25 ans avait réussi pour sa première participation une pole position, ce qui est un événement, ce qui n'était encore jamais arrivé au Mans. Alors cette équipe WR, peut-être que vous la découvrez, c'est une équipe française, 100% française, constituée de passionnés qui ont construit cette barquette que vous voyez là avec la numéro 9 autour du moteur Peugeot de la 405 MI16. Et c'est une barquette assez simple, bien conçue, dans un règlement un peu particulier. Ce n'est pas la même catégorie que les Courages, on appelle ça les prototypes LMP2. Ce sont des voitures beaucoup plus légères, peut-être Jackie plus facile à régler, peut-être plus facile à mettre en performance pour réussir des essais avec notamment des pneus qualification qui ont bien aidé cette voiture. Oui, je pense effectivement que le rapport poids-puissance de cette voiture est assez favorable, puisque comme vous le dites très bien, d'abord c'est un 4 cylindres alimenté, un turbo par turbo, et c'est en fait le moteur de la Peugeot. Et cette voiture pèse 620 kg et elle a une capacité de réservoir de 80 litres. Elle a également une puissance limitée à 400 chevaux. Il est certain d'ailleurs que c'est une voiture dont peut nous parler Jean, parce que cette voiture en fait devait servir à des courses de promotion Peugeot en son temps. Et ouais, c'est donc cette équipe qui pour l'instant mène le bal. Là, on suit la numéro 9, celle de William David dont on parlait tout à l'heure. William qui, comme palmarès, pour l'instant a 2 titres de champion de France, en 89 en Formule Ford et en Speeder Peugeot, justement dont vous parliez tout à l'heure, Jackie, cette formule qui est un peu dérivée, disons, du programme 905 et qui permettait à une classe de pilotes de venir s'exprimer. D'ailleurs dans de très très bonnes conditions, parce que cette voiture, le Speeder 905 Peugeot, était vraiment très performant. Donc pour l'instant, le trio de tête n'a pas évolué. De toute façon, on est parti là pour 24 heures, alors que là, il y a un fond qui reste sur la piste. Le commissaire là est allé le chercher. Il a bien fait d'ailleurs de prendre ce risque, car apparemment une voiture a dû monter sur un vibreur et laisser un petit peu le fond de son fond plat. Jean, vous connaissez bien cette voiture, hein, la WR là. WR, c'est surtout une voiture qui est construite, qui est assemblée par des amoureux de l'automobile, par Gérard Walter, qui est le patron, le créateur de cette équipe, et puis qui travaille beaucoup également avec Vincent Soulignac. Gérard Walter est le responsable du style chez Peugeot. Vincent Soulignac est un des ingénieurs du centre d'études. Et puis le week-end ou le soir tard, eh bien, ils s'amusent à faire cette voiture, ce qui explique qu'ils ont de très petits moyens, mais ils ont quand même l'avantage de pouvoir un petit peu bénéficier de la structure technique de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et à l'époque, eh bien, je les avais
aidé à utiliser le moteur qui était monté sur les 205 turbo 16 et les 405 turbo 16. Donc c'est un moteur 2 litres turbo, 4 soupapes par cylindre, qui est un moteur fiable et performant, et ce qui explique aujourd'hui les performances très intéressantes de cette voiture qui, comme le disait Jackie tout à l'heure, est une voiture très légère. Alors Jackie le disait également, c'est une voiture avec un réservoir d'une capacité de 80 litres, alors que les voitures de grand tourisme ont un réservoir d'une capacité de 100 litres, ce qui veut dire que les voitures de grand tourisme vont s'arrêter moins souvent, et ça aura une importance qu'on remarquera sûrement tout à l'heure. Oui, Lionel, Oui. avec Vincent Soulignac qui vient de me souligner un petit problème sur la voiture de William David. Non, un problème, un détail, juste la visière de la carrosserie qui a été perdue apparemment dans la ligne droite, mais ça n'empêche pas la voiture de rouler. William continue comme ça pour l'instant. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu raté son départ, entre guillemets, car c'est vrai qu'il a été pris par son équipier et également par Bob Wollek, donc qui remonte sur les avants de la piste. Alors là on suit les GT aussi, car il faut remarquer la très très belle performance notamment des Ferrari, alors que là nous sommes à bord de la Porsche 911. Les GT 1 qui se sont remarquablement comportés au moment des essais, notamment les F40 avec Mancini, notamment la F40 aussi avec Michel Ferté. Donc pas mal de bonnes positions pour les F40. Et Jean, ça va nous amener aussi à parler, puisque vous êtes là, eh bien, de cette fameuse Ferrari qui habituellement court en IMSA et dont on a beaucoup parlé ici, car c'est une barquette 333 qui est donc destinée à courir aux États-Unis, mais qui a été engagée ici par des privés au Mans pour l'occasion. On précise tout de suite, ce n'est pas une écurie soutenue par l'usine Ferrari. Non, je crois que c'est important de le dire. Au Mans cette année, toutes les Ferrari engagées, ce sont des Ferrari engagés par nos clients. Et au sein de chez Ferrari, on a une structure client qui essaye d'apporter une aide aussi bien technique que de vente de pièces pour améliorer les performances de ces voitures. Mais l'usine n'est absolument pas engagée dans la préparation de ces voitures. Et la voiture 333 de Sigala dont vous parliez est une voiture type IMSA. Et l'IMSA est une série américaine importante aux États-Unis où Ferrari a remporté le titre l'année dernière et est en tête de ce championnat en 1995. Alors nous serons souvent à bord de voitures japonaises, car tout à l'heure Gérard disait que c'est un événement considérable, cette course reprise dans le monde entier, notamment au Japon, où il y aura beaucoup d'heures de retransmission en direct, presque autant, même peut-être plus que sur France Télévisions. Donc pour l'instant les positions bien sûr n'évoluent guère, toujours la WR de Gonin qui est en tête devant la numéro 13 de Courage, alors que la Corvette rentre déjà, la ZR1 rentre déjà au stand là. La Corvette qui a été un petit peu décevante, il faut dire que c'est une voiture très lourde, apparemment au moment des essais elle était vraiment loin des meilleures performances de sa catégorie, et là elle est immobilisée pour l'instant à son stand. On est d'abord avec Michel Ferté, le français, dans une F40, justement cette fabuleuse voiture qui était là pour symboliser le 40e anniversaire de la marque Ferrari. C'est une des dernières créations du vivant du commendator d'Enzo Ferrari. C'est la dernière, ouais. C'est la dernière voiture qui a été faite pendant la vie de Enzo Ferrari. Lionel ? Oui, Gérard. Juste un tout petit mot, parce que Jean Todt, qui est trop modeste, ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si en ce moment nous avons en tête des 24 heures du Mans une WR, eh bien c'est grâce à Jean Todt, il faut le dire, parce que hier, vous vous souvenez, Gérard Velter, l'un des responsables de l'écurie, nous l'a confié. Il a demandé, il voulait donc organiser son écurie, et il a demandé à Jean Todt, qui était alors chez Peugeot, un moteur. Et Jean Todt lui a dit « Ok, tout de suite ». Et il lui a donné le moteur, et à partir du moteur, ils ont construit une voiture très homogène qui a amené aujourd'hui la WR. Merci Jean Todt. Non, c'est bravo. C'est gentil Gérard, mais je disais tout à l'heure, ce qui est sympathique, c'est de voir des passionnés de l'automobile qui font tellement d'efforts pour pouvoir participer à une course, et les avoir vus en première ligne, je crois que c'est une satisfaction magnifique, parce que ça fait plusieurs années qu'ils se battent pour essayer justement de faire un résultat, et c'est le résultat du travail de la passion. Vous leur avez donné le coup de main au moment où il fallait. Alors Lionel, j'ai récupéré entre temps donc Olivier Grouillard. Oui. Et Franck Lagorce. Alors
Il y en a un qui est très heureux et l'autre maintenant qui est soulagé. Olivier Gouillard, votre voiture finalement a pris la piste, la 50, la McLaren. Oui, effectivement, pendant le départ, on a eu un petit souci. La voiture sur la prairie n'a pas réussi à démarrer. Donc il a fallu la pousser pour la remettre dans les stands et pour que les mécaniciens puissent intervenir. C'était apparemment un petit souci au niveau de la pompe à essence. C'est réglé, la voiture est partie. Oh là, mais tiens, On la voit justement. c'est la vôtre. Voilà, exactement. C'est au départ. Vous m'avez fait peur. Là. Oui, c'est de l'archive, c'est du ralenti ça, Olivier. Hein. Vous savez, c'est une anecdote, mais en 89, j'ai participé aux 24 heures du Mans avec Nissan. Et notre voiture était en pole position ou avait le deuxième temps. Et je n'ai jamais réussi à rouler parce que la voiture est tombée en panne dans le tour de lancement. Bon, donc soulagé, elle est dans la course pour l'instant. Franck Lagorce, pour vous, la vôtre est bien placée puisque vous êtes en ce moment en 5e position avec la Courage et c'est Henri Pescarolo qui est aux commandes. C'est vrai qu'on a eu quand même une petite chaleur, je dirais, au départ, parce que en démontant le volant du cockpit, on a eu un problème avec le fil du tableau de bord et on a failli ne pas prendre le départ aussi, un peu dans le même cas qu'Olivier. Et heureusement, ça s'est bien rattrapé au dernier moment. Donc pour l'instant, on est 5e. C'est un peu la politique qu'on a adoptée avec Henri Pescarolo et Eric Bernard. C'est d'aller jusqu'à la nuit et faire un peu comme l'année dernière. Dans la nuit, essayer de faire une petite différence si on peut. Donc on verra bien. Gérard Oui. Gérard avec Pier Paolo Veroni dans les stands de l'écurie Ferrari. 8e place et meilleur tour jamais réalisé depuis que vous avez fait des essais avec cette voiture, c'est bien? Oui, je pense qu'on peut seulement améliorer. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire des essais suffisants. Du point de vue aérodynamique, on peut encore améliorer. Et je pense que ces six gars-là vont continuer comme ça à rester et gagner un petit peu. Après, on a René qui est vraiment super René et je pense qu'on peut gagner un petit peu. Voilà, super René, voiture 8e pour le moment. Ouais, même 7e au dernier classement. Thierry, merci. Alors que là, on suivait, pendant qu'on vous écoutait, la remontée justement de la Porsche Kremer avec Thierry Boutsen à bord qui a dû connaître, c'est vrai, quelques problèmes au moment du départ. Mais cette voiture fait partie, Jacques X, qui connaissait bien la maison Porsche, fait partie bien sûr des voitures qui peuvent vraiment gagner ici parce que Thierry Boutsen, l'autre jour, je lui disais finalement comment ça marche. Il me dit ça marche comme une Porsche, comme si ça voulait tout dire. En tous les cas, une des deux Kremer, parce que la voiture que conduit Stuck, Boutsen et Bouchu est une voiture évoluée avec un châssis en carbone, ce qui n'est pas le cas de la seconde. Et c'est la raison pour laquelle, au même titre que Courage, on a mis Kremer comme candidat à la victoire. D'autant plus que c'est vrai que les ingénieurs de chez Porsche ont prêté les moteurs et prêtent aussi assistance dans la préparation de cette course. Donc c'est vraiment un groupe boîte de vitesse et moteur tout à fait usine. Et donc c'est certain que ce sont des voitures candidates au niveau de la fiabilité à la victoire, parce que ça c'est une certitude. Chez Porsche, quand on prépare les choses, on les prépare bien et on a surtout une énorme expérience des 24 heures du Mans, parce que les 24 heures du Mans ne consistent pas évidemment en un sprint de quelques minutes au départ. Le tout est d'arriver, et cette préparation, c'est pour ça que quand les gens disent qu'il faut tout préparer, il faut faire des essais, énormément d'essais. Voilà une la WR qui rentre. Celle de David justement, de William David qui rentre au stand. Et c'est la voiture donc, qui avait un petit problème. Tout à l'heure on en parlait avec Vincent Soulignac qui avait perdu sa bulle à l'avant. Et qui était en 3e position. Qui était 3e effectivement, Jean. Donc on fait le plein semble-t-il, mais peut-être qu'on va remettre à l'avant ce qui a explosé, ce qui a sauté là. Oui, alors là quand vous dites on fait le plein, à partir du moment où une voiture s'arrête dans les stands, avant même de savoir ce qu'il faut faire sur cette voiture, on doit faire le plein et changer les pneus d'essence parce que c'est du temps gagné quoi qu'il arrive. Alors voilà, il est obligé, regardez, de chétartonner justement son saut de vent, car apparemment c'est ça qui lui posait problème. C'est de l'artisanat. On fait comme on peut pour perdre le moins de temps possible et pour essayer que le pilote puisse conduire normalement sans avoir peur de prendre dans la figure ce petit bout de plexiglas qui s'était bien détaché malencontreusement au moment du départ, très certainement. Petit pépin, mais c'est vrai que parfois la course automobile se joue ou se perd sur des petits détails comme cela. Ceci dit, je doute qu'avec du scotch du Chatterton, on arrive à faire tenir le pare-brise. Je crois qu'il faut une intervention un petit peu plus solide que celle-là pour remédier à ce problème. Il va essayer en tout cas de repartir sur un tour ou deux, voir ce que cela donne, alors que là on est dans la NSX, la Honda NSX de Takashai, les Japonais donc qui bien sûr représentent la maison Honda, qui essaie de revenir en force au Mans. C'était un petit peu raté comme retour.
mais on nous signale un retour encore plus important pour l'année prochaine de l'équipe Honda. En tout cas, Honda qui est aussi parmi ces noms prestigieux qui reviennent au Mans, parce que lorsque l'on est comme ça devant les stands et que l'on regarde les noms au-dessus des stands, c'est absolument fabuleux de voir McLaren, de voir Ferrari, de voir Corvette, de voir Honda, de voir Porsche, c'est Venturi, ça resitue Le Mans peut-être dans sa lignée historique. On a envie de revoir des belles voitures et elles sont là cette année. Oui, Lionel, Thierry, peut-être une autre réaction de Vincent Soulignac sur le petit problème de visière, ça rend la voiture très inconfortable. Oui, enfin, c'est pas la voiture qui est inconfortable, c'est pour le pilote. Et il a la tête qui est très très secouée par les remous aérodynamiques. Et il a préféré s'arrêter pour en mettre une. Il fatigue beaucoup là. Sans visière, oui, ça doit être assez fatigant, surtout pour le coup. Il vous a donné quelques impressions quand même de ces quelques premiers tours. Tout va bien pour lui, il n'y a pas de problème. Il a préféré s'arrêter, c'était plus prudent. alors que là on suit la Mazda. La Mazda numéro 5, chère à Jackie X, qui suit de très près cette équipe. Et Jackie, c'est une voiture qui a un moteur tout à fait particulier, moteur à turbine. Non, c'est pas vraiment une turbine, c'est un moteur rotatif, un tri-rotor rotatif atmosphérique. Vous savez que Mazda a été les seuls à développer pratiquement ce moteur en course automobile avec succès. Alors déjà l'aventurier est rentré au stand. Oula, il y a beaucoup d'arrêts en ce moment dans les stands alors qu'on est parti depuis très très peu de temps. Apparemment même on rentre la voiture. Alors là il y a la Corvette qui était déjà arrêtée tout à l'heure, qui est de nouveau en difficulté, qui s'arrête même sur le bord de la piste. Et la voiture 26 c'était une Sarde. Donc avec le moteur, je ne sais pas ce que c'était comme moteur. En tout cas, Marcos, elle aime. Non, c'est une autre voiture, la 71. C'est avec un moteur SAR à 4 litres de cylindrée. En fait, il y a 25 constructeurs de châssis au départ et 14 motoristes. Alors qu'on retrouve là la voiture de tête. Mais décidément là dans les premières minutes de course il se passe beaucoup de choses. Gonin lui a apparemment l'air d'avoir trouvé un rythme qui lui convient. Sans pour autant forcer l'allure, il n'a pas eu lui du tout de problème pour ouvrir la route, le passage. On voit les écarts qu'il y a entre le premier et le deuxième, entre la voiture de Gonin et celle donc, de Bob Volek. Pour l'instant évidemment c'est symbolique, alors que là justement Jean, on découvre la fameuse Ferrari. Là voilà, déjà elle est jaune, hein, on disait qu'elle ne représentait pas la maison Ferrari, donc elle a pas la robe rouge traditionnelle, elle est jaune. Et elle a été un petit peu contrariée dans sa première journée d'essai dans la mesure où elle n'était pas en conformité avec le règlement ACO. Et il a fallu une longue discussion avec les commissaires ici pour trouver un terrain d'entente et finalement permettre à cette voiture de partir et de se qualifier pour participer à ces 24 heures du Mans. Mais c'est vrai qu'on parlait des noms prestigieux qui sont ici. Eh bien, c'est vrai que Ferrari, même si ce n'est pas officiel, eh bien, ça fait venir du monde, ça intéresse les gens. Et on se rappelle des duels, notamment de Ferrari et de Porsche, avec tellement de Ferrari plaisir. et Ford aussi. Yeah, oui. Et Ferrari c'est une équipe, c'est peut-être pas moi de le dire, mais c'est une équipe magique qui fait rêver. Et le palmarès de Ferrari, d'ailleurs, Jackie a gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans sur une Ferrari, non Jackie? Non, malheureusement, c'est une des rares choses que je n'ai pas faites. La victoire au Mans, je les dois à Ford et à Porsche, mais à l'époque où Ferrari disputait à la fois le championnat du monde de Formule 1 et le championnat du monde des marques en proto, on pratiquait les deux, c'est-à-dire il y a 20 ans. Et Ferrari, dans les années 70 et avant, était bien entendu présent. Et c'était des grands duels, comme tu le dis très bien, Ford-Ferrari, puis Ferrari-Matra notamment. Parce qu'aucun grand constructeur au monde n'est resté indifférent au nom de 24 heures du Mans et surtout la notion de les gagner. Alors là, on retrouve dans les inaudières Henri Pescarolo qui est derrière Nielsen et sa McLaren. C'est la McLaren la mieux placée pour l'instant, la McLaren F1 produite par Ron Dennis qui a été conçue par Gordon Murray. Et on voit donc l'accourage d'Henri Pescarolo avec son célèbre casque vert. Celle-là est équipée d'un moteur GM, d'un moteur américain. Elle sera elle plutôt destinée aux courses américaines. Et le problème qui se pose pour l'équipe d'Yves Courage avec cette voiture, c'est un problème de fiabilité car ils n'ont pas pu véritablement
tourner avec ce moteur qui semble un tout petit peu fragile. Il faut éviter surtout les sur-régimes et c'est pas facile sur 24 heures de conduire comme cela en ayant vraiment le pied agile et en étant très attentif au régime moteur. Mais on se rend compte là que finalement cette voiture a un peu de mal à revenir à hauteur et à dépasser la GT qui est devant avec lui. Enfin, tout ça est une question de philosophie. Henri Pescarolo est un vieux routier du Mans, il connaît bien la philosophie du Mans, il sait que ça ne sert à rien d'aller très vite, à mon avis. Certainement, il s'est fixé une cadence qu'il respecte et la position à l'heure actuelle n'a fort peu d'importance. C'est vrai que son moteur est un Chevrolet 5 litres. Selon d'ailleurs la capacité du moteur, on utilise un régime moteur aussi différent et un poids différent, mais il est certain qu'avec un garçon comme Henri au volant, je ne le vois pas pour l'instant prétendre aux premières places. Je crois qu'il va à l'allure qu'il a décidé en protégeant au maximum sa voiture, c'est-à-dire extrêmement conservateur avec les freins, la boîte, le moteur. Et que derrière lui justement se trouve la Ferrari. Là on suit les voitures qui sont classées 4e, 5e et 6e pour l'instant, avec donc toujours la WR en tête devant l'autre courage, celle de Bob Volley. On voit aussi que seules 2 voitures tournent en dessous de 4 minutes. La voiture numéro 8, la WR, et la numéro 13 qui est la Courage. Sinon, toutes les autres voitures sont au-dessus de 4 minutes. Oui, Thierry. Oui, Jean, Lionel, un problème donc pour, vous l'avez vu depuis un bon moment, pour l'aventure I44 de Jean-Marc Gounon, Paul Belmondo et Arnaud Trévisol. Il s'agit d'un problème de puissance moteur et de manchon d'arrivée d'air, de turbo exactement. On perd de la puissance sur cette Venturi, c'est la raison pour laquelle les mécaniciens sont en train d'y travailler. Un dommage pour cet équipage qui avait réussi le beau temps aux essais. Et Jean-Marc Gounon là est dans la voiture, il attend effectivement de savoir s'il va pouvoir repartir, s'il y a quelque chose à faire pour que justement voilà qu'Henri Pescarolo justement passe la McLaren. Voilà Henri qui finalement a décidé de prendre un peu d'air car derrière il avait la Ferrari qui revenait. Puis il faut faire attention à tout ça parce qu'une petite bagarre entre 3 voitures comme ça peut, c'est une petite faute d'inattention, un petit problème de compréhension entre les pilotes, et bien ça peut compromettre le reste de la course car là on est parti que depuis 24 minutes maintenant. Et Henri Pescarolo qui pour là c'est 29e 24 heures du Mans, qui a gagné 4 reprises ici, et bien a décidé de passer donc cette McLaren. C'est la même chose pour l'instant par la Ferrari. La Ferrari qui est 5e actuellement. 5e maintenant, pilotée par Massimo Sigala. Et voilà donc une petite passe d'armes là entre Courage, Ferrari et McLaren. Oui, il faut faire remarquer que Courage n'a malheureusement que 2 voitures au départ parce que comme vous le savez vendredi on a donc disqualifié une des voitures qui était en dessous du poids ainsi que le veut le règlement, et dans ce domaine il faut reconnaître que on a été très dur. Je veux dire en Formule 1 on ne serait pas dans le poids, on aurait la journée probablement, on serait disqualifié pour la journée. Là ils ont perdu les efforts je dirais d'une préparation, des essais préliminaires, et donc au lieu d'avoir 3 voitures ils n'en ont que 2 au départ, et la CO s'est montrée intransigeant dans ce domaine et la voiture a donc été purement et simplement exclue. Elle était pilotée par Van de Poel notamment. Et oui, avec le Beretta également. Et on a l'impression que la Ferrari a envie de se montrer en ce début des 24 heures du Mans, car là elle vient de passer. 4e position. Ouais. Elle est passée, elle a passé Henri Pescarolo. Il reste maintenant à savoir si cette voiture qui n'est pas tout à fait dans sa conformité habituelle, eh bien va aussi du côté de la résistance, de l'endurance, être au point, elle va pouvoir tenir la cadence. Ça va être une des interrogations de ces 24 heures, car c'est vrai que le public, quoi qu'il arrive, aura envie que cette voiture jaune réussisse quelque chose, alors que Nielsen est en train d'essayer de revenir là sur Henri Pescarolo. Décidément ces 3-là ne se quittent plus. Jusqu'à présent Ferrari avait participé à des courses de 24 heures à l'occasion de Daytona, et Ferrari était en tête avant d'avoir un problème moteur. Ces voitures ont gagné à Sebring une course de 12 heures. Le Mans, c'est une course très particulière avec la longue ligne droite des Hunaudières, et tout à l'heure on parlait de la préparation de ces courses, donc les simulations sont très importantes, et malheureusement on peut guère espérer gagner le Mans sans avoir fait un certain nombre de simulations de 24 heures, et je pense qu'il doit y avoir relativement peu d'équipes qui ont suivi cette stratégie. Et c'est pour ça qu'on risque de voir à l'arrivée une voiture aujourd'hui qui n'apparaît pas encore dans le classement des 10 premiers.
Alors là, le classement a un petit peu changé, car vous le voyez, la Ferrari repassée devant la McLaren et devant la Courage, avec Pescarolo qui était tout à l'heure devant. Ça s'agite un petit peu entre ces trois-là. On vous parle du circuit et de la ligne droite du Naudia. Vous savez que le circuit actuellement est le plus long du monde, avec ses 13 km 600. C'est le circuit numéro 10 maintenant, car il a évolué ce circuit au cours des 63 éditions des 24 heures du Mans. Et Jean, le record de la piste est toujours détenu par une 905 Peugeot. C'était en 92 en 3:21:209. C'est Philippe Alliot qui avait réussi ce temps. Et en course, le meilleur temps a été réussi par Eddie Irvine sur Toyota en 3:27:47, 235 km/h, 936 de moyenne. Donc on voit qu'il y a environ 30 secondes d'écart entre les meilleurs temps en course d'il y a 2 ans et puis le meilleur temps en course pour l'instant. Donc ça démontre bien que les voitures d'aujourd'hui sont fondamentalement différentes par rapport aux voitures, les anciennes voitures de sport qui étaient des voitures équipées d'un moteur 3,5 litres atmosphérique qui étaient les moteurs qui équipaient les Formule 1 jusqu'à cette année, puisqu'on sait que depuis cette année la cylindrée est passée de 3,5 litres à 3 litres dans le but de réduire la puissance des moteurs de Formule 1. Et de penser à la sécurité des pilotes alors qu'on suit la Ferrari. On est appelé, je crois. Thierry. Oui, avec René Arnoux qui va prendre le volant, ça vous surprend les performances de la Ferrari en début de course? C'est vraiment le sprint, là, le rythme du sprint. Non, ça ne me surprend pas parce qu'aux essais, c'est sûr qu'on a été handicapé par un manque d'une journée complètement perdue. 2 heures à la deuxième séance d'essai, donc c'est vrai que la voiture méritait beaucoup mieux que ça et donc c'est pour ça qu'elle est là en ce moment. C'est sûr que bon, peut-être que le rythme maintenant il va falloir un peu le descendre, mais ce qui est bien c'est qu'on prouve que notre voiture est compétitive et qu'on n'était pas du tout à notre place sur la grille de départ, ça on le savait. Donc on rassure un peu tout le monde et puis nous aussi maintenant il va falloir qu'on adapte une cadence pour essayer d'aller le plus longtemps possible. Voilà, prochain arrêt dans 2 tours maintenant pour la Ferrari numéro 1. Merci Thierry, merci René. C'est la 3e participation de René Arnoux aux 24 heures du Mans. Il avait couru en 77 sur une Alpine Renault et l'année dernière sur une Viper Dodge. Alors que là, on retrouve la voiture qui est 2e actuellement. C'est la Courage numéro 13, celle de Bob Volek, celle de Mario Andretti et d'Eric Hellary qui a remporté les 24 heures du Mans avec Peugeot. Sacré équipage quand même, car très prestigieux, de l'expérience avec Volek, de l'expérience avec Andretti, de la fougue avec Hellary. Décidément un équipage qui est très homogène, très compact et une voiture qui a le soutien de Porsche également pour ce qui est de l'assistance moteur. Un châssis qui a convaincu aussi Andretti quand il est venu l'essayer, Jackie, avant de se lancer et de dire oui. Parce que évidemment ce qu'il cherche, Mario Andretti, c'est une victoire ici au Mans. C'est la seule grande épreuve qui manque à son prestigieux palmarès. Et c'est vrai que la voiture était très séduisante, bien que le châssis soit déjà malgré tout maintenant fort ancien. En tous les cas, disons, c'est un châssis fiable. Et ça faisait partie du lot des voitures très restreintes que pouvait conduire Mario Andretti. Et donc il a opté pour cette Courage Porsche. Et c'est vrai que quand je dis semi-officiel, l'aide de Porsche dans ce domaine joue un rôle important. Et parce que l'expérience Porsche ici est inégalée, donc on peut imaginer que c'est une voiture qui peut finir en tant qu'au niveau du moteur de transmission. Elle peut finir les 24 heures avec une raisonnable facilité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres, puisque comme Jean l'a très bien dit, pratiquement personne ici n'a fait une simulation de 24 heures, puisque ce sont toutes des écuries ou privées ou semi-privées. Et donc personne maintenant ne peut dire s'il va être capable de faire 24 heures à la vitesse qu'il a choisie. Alors vous parlez justement de la fiabilité des Porsche et de leur palmarès ici. 13 victoires pour Porsche, 24 heures du Mans, 9 victoires pour Ferrari, 7 victoires pour Jaguar. Alors que là on suit Bob Volek, donc le Français qui lui aussi a une sacrée expérience. C'est une 25e participation, 3 pole positions. Il était 2e en 78, c'était avec vous je crois, non Jackie? En 78. Ça, bien ça c'est une colle. Vous avez couru avec lui et Bart? Non, je ne pense pas. J'ai roulé avec Bart et un Américain qui s'appelait Hurley Haywood. Dans mes notes, j'avais Bob Volek. Je pense. Non, c'est vrai que j'ai eu quelques coéquipiers ici, mais je ne pense pas à Bob. Alors des retours au stand là. Beaucoup de voitures dans les stands. Et apparemment, c'est plus que pour un arrêt de routine. On voit encore une Venturi avec le capot ouvert.
Et je voudrais aussi reparler d'Andretti, Lionel, parce qu'Andretti, c'est un pilote de légende. C'est une grande star aux États-Unis. C'est un homme merveilleux qui a su garder une grande simplicité. Est-ce que ça serait pas la Ferrari au bord de la piste, là, Jean? Ça y sur ressemble. la gauche. Ça y ressemble. Oh là là. Oh, la Ferrari à l'arrêt. Qui était remontée à la 3e place. Qui était 3e. Et justement, avec René Arnoux, on se disait il faut vraiment que cette voiture non seulement soit performante, mais aussi fiable. Et là, apparemment, elle est à l'arrêt, la 333, la Ferrari 333. Aïe, coup dur pour, bien sûr pour Ferrari, mais aussi pour la course. Car il y avait un challenge à tenir par cette écurie et apparemment l'histoire est déjà terminée. Mais c'est pas la première voiture qu'on va voir s'arrêter, puisque toutes ces voitures, ce sont des voitures qui sont des voitures de sprint mais qui ne sont pas des voitures d'endurance, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y a de grandes chances que beaucoup de voitures qui n'apparaissent pas encore dans le classement se retrouvent très proches de la victoire dans 24 heures. On en est à peine à une demi-heure de course, il y a 100 km de parcouru, il en reste donc pratiquement 4900 à faire. Ouais, il y a du chemin encore à faire. On a vu Massimo Sigala qui sortait de sa voiture, apparemment c'est terminé. Il y avait une anecdote d'ailleurs pour la première participation, je crois des 905 ici même. Il y avait Keke Rosberg qui était descendu de sa voiture, qui était sorti. Oui, c'était en 1991. J'avais appelé ça à l'époque les 4 heures du Mans, parce que j'étais sûr qu'on ne pourrait pas faire une course de 24 heures. Et Keke Rosberg, qui faisait équipe avec Jean-Pierre Jabouille, avait eu un problème mécanique, et c'était un homme de sprint, ancien champion du monde de Formule 1, et il n'avait pas eu la patience d'attendre de pouvoir communiquer avec le stand pour savoir si une réparation était possible. Il a été tout de suite sorti de sa voiture, débranché la radio, et j'étais allé avec un mécanicien en scooter pour essayer de le rejoindre et de lui expliquer comment essayer de remettre la voiture en route. Oui, que c'était pas de la Formule 1, qu'il fallait essayer à tout prix de prolonger l'expérience, mais enfin c'est aussi l'apprentissage de Keke Rosberg dans ce domaine. Lionel, oui. Juste pour dire comme ça à tous les amateurs d'athlétisme qu'on les oublie pas évidemment, Villeneuve d'Ascq, certaines épreuves ont un tout petit peu de retard, et donc on reste avec bonheur sur notre événement Sport 2-3 cet après-midi, puisque on a commencé le départ sur la 2. Ensuite, nous aurons des rendez-vous pendant la nuit, par exemple à minuit ce soir. Il y en aura d'autres avant, mais juste comme ça, on fera un point avant de se quitter pendant une demi-heure à minuit ce soir sur la 3. Pendant tout le week-end, de toute façon, ce sera le sport sur la 2 et la 3. L'athlétisme, en disons dans un gros quart d'heure. Pour l'instant, on continue avec les 24 heures. Avec plaisir, Gérard. Alors que Henri Pescarolo essaie de nouveau de passer à Nielsen, les parquets qui ont allumé leur phare déjà pour peut-être mieux se faire voir de loin, alors que là, on revient à bord de la Nissan. Je pensais qu'il y avait un petit problème, mais pas du tout. C'était une sortie de la chicane des Hunaudières. Ça a changé considérablement, bien sûr, le circuit de mettre ces 2 chicanes, Jackie, aux Hunaudières, mais c'était vraiment indispensable, je crois, d'assurer la sécurité des pilotes, car c'était vraiment un endroit très particulier à vivre. La ligne droite des Hunaudières a fait rêver beaucoup de gens pendant longtemps, pendant des décennies, puisque vous le dites très bien, on était à sa 63e édition des 24 heures du Mans. Mais et on faisait une course de vitesse en ligne droite, et beaucoup s'acharnaient à essayer de battre des records. Les Honda, je crois. Oui. Décidément, c'est un début de course hécatombe là pour l'instant. Et la ligne droite des Hunaudières, régulièrement, certains ont passé les 400 km, des 380, 390, 400. On ne peut pas assurer une sécurité correcte dans de telles conditions, et c'est la raison pour laquelle on a imposé les 2 chicanes que vous connaissez aujourd'hui, qui ne gâchent absolument rien au spectacle, à mon sens. Oui, beaucoup de voitures arrêtées, vous avez raison de le dire. Et c'est vrai qu'on verra en finale certainement des voitures qui ne sont pas là maintenant, ça c'est évident. Alors on a vu une F40 aussi qui est rentrée au stand. Enfin ça pourrait être un ravitaillement. Je pense qu'on va commencer à assister au premier ravitaillement. 35 minutes de course. Ce qui sera intéressant, c'est d'essayer de voir la différence en temps pour ravitailler une voiture avec les réservoirs de 80 litres et puis les voitures de grand tourisme avec le réservoir de 100 litres, et de voir également les écarts de tours, de manière à pouvoir mieux comprendre ce qui se passera par la suite. Oui, il y a encore un petit détail à ajouter lors des ravitaillements, c'est que quand on change de pneu, on ne peut pas le faire en même temps que le ravitaillement. C'est-à-dire qu'il faut
d'abord ravitailler, puis changer les pneus. On a seulement 2 mécanos pour changer les roues. Alors qu'on rentre la voiture numéro 41 dans les stands. C'est une autre Ferrari F40. Ouais, c'est la F40 qui est rentrée apparemment. Il y a un problème plus grave. Alors qu'Henri Pescarolo, lui, voilà, est rentré aussi au stand. Alors apparemment Henri va rester pour le deuxième relais. Voilà, c'est Franck Lagorce. Oui. Un petit mot peut-être alors que Henri Pescarolo effectivement vient de rentrer et que dans le clan Ferrari c'est un peu la panique. Un mot de Paul Belmondo, qu'est-ce qui se passe? On a un problème de pression de turbo actuellement, donc ils sont en train de le réparer. Et je pense qu'on devrait repartir, mais là on a perdu pas mal de temps. Ouais, déçu Paul car c'était pas mal qualifié du tout cette Venturi. Et puis en plus il y a son papa qui était là pour venir l'encourager. Alors on a déclenché un chronomètre comme en Formule 1 pour voir combien de temps les voitures passent au stand pour ce premier ravitaillement de la course. Il faut quand même se dire que c'est arrêté après 35 ou 36 minutes de course. C'est quand même un arrêt très rapide, donc ça veut dire que c'est une voiture qui a quand même une très forte consommation qui va s'arrêter. Ce qui veut dire environ 40 arrêts s'il s'arrête toutes les 35 minutes. Oui, donc 40 arrêts à 45 secondes, ça fait une demi-heure d'arrêt dans les stands. C'est énorme. Et oui, ça se gère, ça se gagne aussi Le Mans dans les stands. Puis vous avez vu qu'Henri était resté au volant, peut-être qu'il fera même 2 ou 3 relais de suite, parce que l'idée quand on a 3 pilotes maintenant, c'est évidemment de pouvoir prendre le plus de repos possible, faire des espaces, d'avoir vraiment 3 ou 4 heures de repos quand on ne conduit pas. Et donc les voitures sont tellement exigeantes aujourd'hui dans le fond que le grand changement, c'est que dans le temps c'était toujours 2 pilotes à bord et maintenant systématiquement il y a toujours 3 pilotes dans les voitures. Jackie, Lionel, pour avoir discuté avec Henri Pescarolo juste avant le départ, donc tactiquement ils avaient décidé que Henri resterait pendant 2 relais, donc ça a été prévu, mais en revanche c'est pas du tout les chronos donnés parce qu'il avait dit qu'il s'arrêterait seulement au bout de 50 minutes. Ah oui, c'est plutôt... Donc ils ont consommé beaucoup plus que prévu. Oui, et ils avaient, c'est ça, environ, ils voulaient s'arrêter au bout de 13 tours, et là c'est au bout de 8 tours seulement que la voiture est rentrée au stand. Alors c'est vrai aussi que Bob Volek nous disait ce matin que finalement ça ne se décide pas comme cela à l'avance. Ce qui conditionne l'arrêt au stand, c'est aussi la perception qu'a le pilote de sa voiture et de la dégradation de ses pneumatiques, car il faut tenir compte de tous ces paramètres. Alors que là, la voiture qui était en tête, celle de Gonin, rentre également au stand. Sans doute pour la même raison, pour un ravitaillement. On va voir si le pilote reste aussi. Non, il sort, il a sorti son volant. Thierry? Oui, Lionel, Bob Volek rentre au stand et Mario Andretti va prendre vraisemblablement le relais. Après, nous en profiterons pour demander évidemment quelques impressions à Bob Volek. Alors, ouais, mais est-ce que Bob va sortir? Oui, l'autre détail que je voulais donner, c'est que dans le nouveau règlement, on commence par faire le plein de la voiture. Et ensuite seulement on peut changer éventuellement les pneus avec 2 mécaniciens seulement. Donc c'est aussi coûteux en temps. Donc on a intérêt plutôt à faire durer les pneus plusieurs relais si on le peut, si on veut gagner. Enfin il y a un petit calcul à faire entre les pneus neufs qui rapportent autant en secondes au tour sur le circuit et ceux perdus dans les stands pour des changements de roue éventuellement. Apparemment Bob Volek va rester pour le deuxième relais. Sans doute qu'ils avaient envie de communiquer entre eux et que Mario Andretti évidemment suit de très près ce qui se passe. Il veut savoir comment se comporte la voiture avant de lui-même se lancer. Donc il s'est approché de Bob Volek. Et apparemment on va peut-être revenir sur la WR, voilà, qui est au stand, qui repart. Qui repart. Je pensais qu'il y avait un petit problème, un petit souci parce que Gonin était sorti assez précipitamment de sa voiture. Apparemment c'est Petit qui a pris, je pense, le deuxième relais sur cette auto, cette WR, alors que là justement derrière on retrouve la première et la deuxième voiture qui sortent en même temps des stands avec Bob Volek toujours au ça volant. veut dire que tout le monde consomme beaucoup en fait. Parce qu'il y a un tour de lancement. Oui, Thierry. Lionel, j'ai un petit mot peut-être, excusez-moi de vous interrompre, avec Yves Courage. Premières impressions de Bob Volek sur cet arrêt, comment vont les voitures? La voiture va bien, on avait quelques craintes parce qu'avec 2 hommes seulement pour changer les pneus, nous sommes obligés de faire des doubles relais. Là, les pneus tiennent bien, la cadence est normale, donc pour l'instant, tout va bien. Elissa avec un peu de soulagement, Yves Courage, car c'est sa 14e participation aussi aux 24 heures du Mans. Il a tellement envie, lui qui est un grand passionné de cette épreuve, de mettre enfin son nom au palmarès. Il pense que c'est possible cette année, Yves Courage, et évidemment il a été très déçu du fait de
du retrait de sa voiture qui n'a pas pu donc être homologué à cause d'un problème de poids, on le disait tout à l'heure. Alors ils font beaucoup d'espoir évidemment sur les deux qui restent. Il faut remarquer, Lionel, que la McLaren numéro 49 de Nielsen et Mass est en 3e position, mais déjà à 1 minute 31 après 11 tours, donc ça montre les écarts très importants et ça montre aussi l'hécatombe qu'il y a eu parmi les voitures de tête, puisqu'elle était partie en 6e ligne, donc en 11e ou 12e position, et elle se retrouve 3e après à peine 40 minutes de course. Beaucoup de rebondissements, c'est vrai, assez peu de temps, donc une édition qui promet, car on voit que les voitures pour l'instant ont envie de rentrer dans ce qu'on peut appeler le rythme de croisière de la course, mais qu'il se passe beaucoup de choses et que ça évolue. 51, c'est Bell qui est juste derrière Nielsen. C'est une autre McLaren qui est juste devant la WR et la Crémer de Boutsen. La Crémer de Boutsen qui remonte au classement, qui est parti très très loin. Sans doute à cause d'un problème juste avant le départ, et cette voiture remonte petit à petit, alors que les commissaires de piste la font signe qu'il ne faut pas trop doubler à ce moment-là, car il y a toujours la Honda qui est sur le bas-côté, qui n'a pas pu être complètement dégagée. Donc attention. Ok, Lionel. Gérard. Oui, on va se quitter pour l'instant. Le meeting d'athlétisme de Villeneuve-d'Ascq nous a les enfants des 24 heures, les passionnés qui restent là-bas sur les tribunes sous la pluie pour contempler les pilotes qui continuent de tourner. Vous venez de voir surprise, surprise. C'était enregistré évidemment, je ne vais pas vous mentir. C'est maintenant le vrai direct, la vraie passion, la vraie course automobile avec les 24 heures. Tout de suite, un point sur la course. Après plus de 6h30 maintenant pour ces 63e 24 heures du Mans. 1000 km, 1047 km exactement de parcouru, 77 tours pour la McLaren de tête, qui est la McLaren numéro 25, pilotée par les Français Pierre-Henri Raffanel, Philippe Alliot, et pour Lindsay Owen-Jones, avec une superbe histoire, puisque vous savez que dans le jargon automobile on appelle ça un gentleman driver. Ce n'est pas un pilote professionnel, il s'est offert cette McLaren, il a convoqué près de lui 2 pilotes professionnels et pour l'instant ils sont en tête. C'est une extraordinaire histoire que nous sommes en train de vivre ici aux 24 heures du Mans avec cette McLaren. Domination pour l'instant de la catégorie des GT, des grands tourismes, puisqu'il y a 3 McLaren en tête. La première, la voici, c'est la McLaren 25. La deuxième, c'est la McLaren moteur BMW, la 49. Et la troisième, c'est la 51, c'est-à-dire Wallace avec la famille Bell, le fils et le papa qui sont au volant. Il faut attendre la 5e place pour retrouver la Porsche numéro 37 de Dubuis, Collard et Ortelli. Voilà le classement. Donc après 6h30 de course, l'événement c'est donc en position de pointe pour l'instant, Pierre-Henri Raffanel, Philippe Alliot, Thierry Blanco, vous êtes dans les stands avec l'un des héros pour l'instant après 6h30 de course, Pierre-Henri Raffanel. Oui Gérard, au moment même où d'ailleurs le classement vient d'être bouleversé, Pierre-Henri Raffanel est inquiet, Philippe Alliot a du retard. Est-ce que vous avez la cause de ce retard? Vous venez de perdre la tête de la course? Oui, on n'a pas de nouvelles pour l'instant, donc peut-être qu'il a fait juste un tête à queue parce qu'il n'a pas été signalé pour l'instant comme un accident grave. On a perdu le contact radio avec lui, donc on n'a pas de nouvelles. Et on attend d'un instant à l'autre qui rentre dans les stands. Les conditions sont extrêmement difficiles sous la pluie avec cette voiture, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'on reste longtemps dans la voiture. C'est la première fois qu'on roulait avec la McLaren sous la pluie, donc je crois que c'est des conditions difficiles de nuit. Donc je crois qu'on essaye de faire avec. Jusqu'à présent, on s'en était pas trop mal sorti, mais on espère que ça va continuer surtout. Merci Pierre-Henri. Voilà, on attend le relais avec Philippe Alliot et des nouvelles de la voiture, bien sûr, Gérard. Ah oui, c'est un petit peu embêtant de se quitter dans ces conditions-là, mais ça va mettre un petit peu de suspense pour notre prochain rendez-vous. Ce sera à 23h55 sur France 3, car vous savez que pendant tout le week-end, c'est Sport 2 et 3 sur France Télévisions. Les enfants de la télé maintenant, avec en particulier le copain Arthur et l'ami Michel. A tout de suite sur France 3, tout à l'heure, juste après les enfants de la télé, 23h55 pour un nouveau point avec les 24 heures du Mans. Sport 2 3 vous promet 24 heures d'inattendu avec Dunlop. Et avec la filière Elf, École du sport automobile, vous ouvre la route de la compétition. Salut, c'est Sam Z, voici les entrées du top 50.
Bonjour, notre générique dit 24 heures d'inattendu, c'est vrai. Qui aurait pu dire qu'on retrouverait comme ça les McLaren en tête avec autant de désinvolture, je dirais, malgré les conditions atmosphériques, malgré l'opposition des prototypes et malgré les nombreux rebondissements qui ont eu lieu depuis le début de la course hier à 16h. Nous vous proposons sur France 2 ce matin, pendant plus d'un quart d'heure, de faire le point maintenant sur les 24 heures. Comme hier matin, on vous a proposé à l'heure du petit-déj de tout connaître sur les 24 heures du Mans. J'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil avec tous les croissants et les jus d'orange qu'il faut. C'est parti maintenant à plus de 200 ou 300 à l'heure pour connaître d'abord le classement général après 16h28 de course. 2 McLaren en tête, la 51 Wallace et la famille Bell, Derek et Justin. Ils sont en tête devant la 59, c'est-à-dire devant Yannick Dalmas, Gigi Leto et Sequia. Juste derrière, et on va beaucoup en parler ce matin, la 13, la Courage moteur Porsche, de Bob Volek, Mario Andretti et Eric Hellary. Remontée extraordinaire de la Courage qui continue de se rapprocher des 2 McLaren. Mais est-ce que ce sera suffisant, cette remontée, pour aller maintenant chatouiller les 2 voitures anglaises qui roulent comme des horloges? On va le savoir dans les minutes qui suivent. Lionel Chamoulot, Henri Pescarolo, vous êtes déjà évidemment sur le bord de la piste pour nous et on fait tout de suite un point en direct avec vous. Oui, on domine presque la piste avec Henri pour se rendre compte effectivement qu'il y a donc toujours ce festival McLaren. Elles sont 4 aux 5 premières places. Alors on dit toujours, et c'est une tradition, Henri, que c'est entre 6h et 9h du matin que les leaders ont des problèmes ici dans la course au Mans. Ça c'est pas toujours vérifié bien sûr, mais c'est vrai qu'au petit matin quand le jour se lève il y a des retournements de situation, mais pour l'instant comme les conditions climatiques n'ont pas beaucoup changé finalement par rapport à hier, comme il pleut toujours, et bien les McLaren peuvent continuer sur leur rythme et voir une remontée de la Courage, mais une remontée finalement assez lente. Oui, effectivement, c'est une remontée assez lente parce qu'il s'avère que sur le mouillé, il n'y a pas beaucoup d'écart de temps sur un temps autour entre les bonnes GT comme les 2 McLaren et la Courage. S'il avait fait sec, la remontée aurait été beaucoup plus rapide parce que dans ces conditions, sur le sec, la Courage était nettement plus rapide. Donc tout va dépendre en ce qui concerne l'issue de la course des conditions météorologiques. Là il semblerait que le ciel se dégage, que la piste soit en train de s'assécher progressivement et à ce moment là ça devrait être des conditions plus favorables pour le prototype. Alors là on voit la voiture de tête, il n'y a qu'une 50 d'écart, une 50 d'écart seulement entre les 2 McLaren, entre donc cette McLaren jaune de la famille Bell, si on peut dire, avec Wallace, et puis donc derrière eh bien il y a l'autre McLaren, c'est le Dalmas Leto Sequia à 1,50 seulement, alors que là justement on voit Mario Andretti. Courage avec Mario Andretti qui est au volant, qui elle donc est à 3 tours. Il faut remonter pour essayer de revenir. En fait elle grignote un tout petit peu parce qu'elle n'a plus maintenant que 2 tours de retard, cette Courage numéro 13. Elle tourne en 4,38 pour l'instant contre 4,49 à la voiture de tête. Donc si ça s'assèche, eh bien ça permettra à Mario Andretti de revenir, de grignoter encore un petit peu. Oui Thierry? Oui, avec Yannick Dalmas, Lionel Chamoulot le disait à l'instant, une 50 de retard, un tour de retard plutôt pour vous sur la voiture de tête. Bon, est-ce que vous allez aller chercher une autre McLaren? Est-ce que vous allez garder cette position? Est-ce que la pluie vous aide pour le moment? Écoutez, je pense que la pluie certainement a nivelé un petit peu les performances cette nuit, je dirais depuis le départ de la course. Ça a nivelé un petit peu les performances des voitures. La pluie est, je pense, c'est difficile pour tout le monde. Les conditions climatiques sont quand même difficiles. Mais aller chercher la voiture, écoutez, je crois qu'on a une cadence depuis le départ. Il faut se tenir jusqu'au bout. C'est long. La course est très très longue, difficile. Donc on va essayer de continuer cette cadence et surtout de ménager la voiture. Personne, on peut le dire, ne s'attendait à ce que les McLaren fassent comme ça des performances de ce niveau à 24 heures du Mans. Écoutez, c'est vrai que c'est un petit peu la surprise. Je pense que, vous savez, la course n'est pas terminée, attention. Hein. Il y a une Courage très bien placée, il y a encore la crémière Porsche également. Donc la course est encore très très longue et il peut y avoir encore des surprises. Donc il est vrai que les McLaren ont créé quand même la surprise, mais c'est un petit peu aussi peut-être le renouveau justement de ce type de course d'endurance avec les GT. Mais il faut rester prudent encore, voilà. Et c'est de quoi il parle, Yannick, lui qui a remporté à 2 reprises ces 24 heures du Mans. Et alors que là, on suit de nouveau la voiture de tête qui se faufile entre les voitures
qui sont bien sûr attardés car il y a de gros écarts à la suite de ces 3 voitures de tête, si l'on peut dire, parce qu'après pour la 4e, il faut déjà compter 5 tours de retard sur le leader. Donc ça, c'est la voiture justement que pilote également Yannick Dalmas avec Didier Leto et avec Sequia qui, je crois, là est actuellement au volant. C'est donc cette McLaren qui peut effectivement grignoter. Alors, on est toujours peut-être un peu tenté, c'est vrai Henri, de se dire bon finalement il n'y avait pas grand chose d'écart, il y a à peine 2 minutes, ça vaudrait peut-être le coup de revenir tout de suite. Oui, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de tactique de course McLaren puisque ce sont des écuries différentes, ce sont des écuries privées. McLaren a vendu des voitures et chacun a envie évidemment de faire gagner son écurie. Donc il n'y aura pas de tactique de course entre les différentes écuries McLaren. Mais Yannick a tout à fait raison de dire que c'est très très loin l'arrivée, qu'il faut encore beaucoup ménager la voiture et ce serait peut-être une erreur dès maintenant d'attaquer un peu trop pour aller rechercher la voiture de tête. Il faut encore un petit peu attendre que la course se décante. Alors que cette voiture, la numéro 59, donc la McLaren qui est en 2e position, tourne pour l'instant dans un rythme nettement supérieur par rapport à Justine Bell qui est ici. Justine, au dernier pointage que l'on a, parce que parfois il y a un tout petit peu de retard sur les tours, était en 4,49 contre 4,34 pour la 2e McLaren. C'est donc tout à fait jouable. Ça va être un des moments forts de cette fin de course car c'est vrai que tout le monde commence à regarder dans les statistiques et on se dit que finalement Gareth Bell pourrait rejoindre au palmarès Jackie X avec une 6e victoire. Puis c'est sympa aussi de gagner avec son fils. Derrière on se dit il y a Yannick Dalmas, un Français qui peut remporter la course pour la 3e fois et puis en 3e position il y a la Courage et on se dit que ce sera peut-être le jour des Courages, donc ça vaut le coup de rester sur France Télévisions pour voir ce qui va se passer tout au long de la journée car on le dit, c'est vrai, ça fait un petit peu marronnier de dire ça mais c'est pas fini, c'est encore très très long et c'est vraiment par expérience que tout le monde dit cela. Lionel ? Oui, Gérard. On va se livrer maintenant à l'examen de notre rubrique concoctée par Patrick Naff pendant toute la nuit avec les équipes de France Télévisions, France 3 et France 2, c'est-à-dire si vous avez manqué le début. Si vous avez manqué le début de la nuit, c'est bien, ça veut dire que vous avez dormi, ça veut dire que vous êtes sur le point d'aller voter, c'est parfait. Et ce qui est bien aussi, c'est de se tenir informé de toutes les péripéties de la nuit passée. Patrick Naff, maintenant, mémoire, souvenir de la nuit passée. Cette nuit, le paddock a pris des allures de cimetière de voitures. Détruite la 36 de Comas et Jarrier. Détruite aussi la McLaren de Philippe Alliot qui occupait la tête au moment où il est sorti de la route, peu avant minuit. J'ai tapé après, la roue a tapé effectivement le mur. Violemment, suffisamment pour abandonner. Mais ce sont tout de même les fabuleuses créations de Gordon Murray qui mènent la danse depuis que la pluie s'est abattue sur le circuit 1 heure après le départ. À commencer par la 49 de Nielsen Mass Epcher en tête jusqu'à 3 heures ce matin. Puis c'est au tour de la 51 de Wallace et des Bell, père et fils, de prendre le relais en tête de la course jusqu'à présent. Dans les stands, la fatigue piège les mécanos. Dans les gradins, il ne reste que des passionnés. Les autres spectateurs, eux, profitent de la nuit de 1001 façons. Sur la piste, en revanche, c'est loin d'être la fête, surtout pour les protos. Problème pour la WR numéro 9 qui rentre à la poussette peu avant 3 heures du matin. Chez Courage, on cravache pour revenir. Pour l'instant, Volek, Andretti et Larry sont à 2 tours. 3e. La Porsche Kremer de Boutsen est 6e à 6 tours. Alors qu'en tête, c'est toujours un festival McLaren. Wallace, Derek et Justin Bell sont en tête devant Dalmas, Leto, Sequia sur la 59, toujours dans le même tour. En plus, il y a encore 2 autres McLaren dans les 5 premiers, la 24 de Bell, Salah, Blundell et la 50 de Gérois Grouillard de Letraz. De toute façon, pour une première roman, les performances déjà réalisées par cette GT sont un exploit.
Voilà, donc après 16h30 de course maintenant, on vous l'a dit, Wallace Bell avec son fils est en tête sur une McLaren, devant une autre McLaren, et puis remontée de Courage, je vous en parlais tout à l'heure. Dominique Leglou, regardez, les Courage qui est maintenant à 2 tours seulement, 2 tours seulement, et Lionel Chamoulot et Henri Pescarolo soulignaient qu'elle gagne, elle grappille quelques secondes autour. Dominique Leglou, avec une de nos équipes, a passé toute la nuit avec l'écurie Courage. Compte rendu de cette remontée fantastique. Toute une nuit sous la pluie, ça use. Les yeux, les nerfs. Et parfois, quand le pilote rentre au stand, regardez bien, il ne veut pas sortir. Faut dire qu'il vient d'effectuer Bob Volek un magnifique double relais. Mais quand on lui demande, à chaud, si ce relais est vraiment magnifique, il répond. C'est vrai. Andretti, lui, n'a pas oublié le tête-à-queue du soir. Et au moment de relayer Eric Hellary, il en veut. Eric, lui, a souffert le martyre. Affreux pour les pilotes. Le problème, c'est de... Si on roule vite, évidemment, on risque la sortie de route. Et si on roule doucement, de toute façon, ça sert à rien parce qu'on se déconcentre. Et le tout, c'est de rouler vite, mais de rester sur la piste. Et on voit rien, c'est... J'ai jamais vu les conditions pareilles, c'est dégueulasse. Il y a un ras-le-bol, oui. C'est évident, de toute façon, on risque notre vie à chaque tour. Et on le sait au fond de soi-même. Alors bon, on lève pas parce que c'est notre métier. Mais vraiment, ça rime à rien. Et c'est vrai qu'en plus, à la même heure, il est plus simple de se laisser aller. L'heure du coup de bambou, du coup sur la tête, du coup de massue. On déstresse comme on peut. Pendant ce temps, la numéro 13 grignote et se retrouve 3e à 4h du matin. Nous sommes repartis 27e après notre accident. Et maintenant, nous sommes 3e, nous sommes revenus dans la course. Mais la course est loin d'être finie. Nous allons bientôt atteindre la mi-course. Et il reste beaucoup de choses qui peuvent se produire d'ici à la fin de ces 24 heures. Bob Volek reste de marbre. Il sait que 3 tours à rattraper, même en 12 heures, ce n'est pas une mince affaire. Voilà donc pour le côté courage maintenant. Lionel Chamoulot, Henri Pescarolo, petite conclusion avant de rendre l'antenne. Oui, avec la voiture de tête qui est rentrée au stand il y a un instant, la voici, elle est elle va être dépassée parce qu'elle n'avait plus que 1 minute 25 secondes d'avance et je pense Henri que le temps de revenir tranquillement au stand, de faire le plein, de nettoyer un petit peu les rétroviseurs, de faire un petit peu le bilan de cette voiture, eh bien l'autre voiture, l'autre McLaren qui est en piste, qui avait donc une 25 de retard, a dû prendre le commandement, mais évidemment cette voiture-là va devoir également faire son arrêt. Donc vous voyez, le chronomètre a été déclenché, c'est donc la voiture de tête avec Justine Bell qui est là. Il y a son papa qui est à côté, qui était venu voir un petit peu comment ça se passait. Mais apparemment tout s'est bien passé, la voiture est de nouveau sur la piste, elle est repartie. Regardez, voilà, elles sont là côte à côte. Et là on va peut-être assister au dépassement de la McLaren de tête par Gigi Leto qui va essayer de prendre le commandement des 24 heures du Mans en direct. Eh ben dis donc, ça tombe parfaitement. Voilà, ça y est, il est leader. C'est la voiture maintenant de Dalmas, Leto et Sequia qui est devant. Mais cela dit, évidemment, il va falloir attendre que la voiture 59 rentre elle aussi au stand. Mais enfin, on peut noter que donc c'est une nouvelle McLaren qui prend le commandement en direct sur France 2 à 8h42. Donc voici, c'est cette voiture noire maintenant qui est en tête. Avec donc derrière toujours... une McLaren, celle donc de Wallace et de la famille Bell. Et puis derrière, il y aura la Courage qui revient un petit peu. Pour l'instant, elle est toujours 3e à 2 tours. Elle tourne dans un rythme un peu plus soutenu en 4,35 contre 4,39. Oui, Thierry. Oui, une toute dernière information à propos de Courage, justement. Les pneus sont en train d'être préparés pour la voiture de Bob Volek et les dessins de ces pneus ont été modifiés. Et d'après Dominique Mélian, ces nouveaux dessins font gagner 10 secondes au tour à la voiture d'Yves Courage. Ça serait merveilleux. Merci Lionel avec Henri Pescarolo, merci Thierry. On se retrouvera dans les journaux télévisés à midi à la fois sur la 3 et sur la 2. Et puis l'arrivée évidemment en direct à partir de 15h35 sur la 3 pour le grand spectacle. Merci, on a eu du bol, comme on dit au Mans, parce que c'est là aussi où de temps en temps a lieu le bol d'or.
dans 25 minutes l'arrivée de la 63e édition des 24 heures du Mans. Et Dieu sait s'il y a eu de l'inattendu pendant cette édition 95 des 24 heures que vous avez suivi, j'espère, avec plaisir sur France Télévisions, puisque depuis hier matin 9h, nous sommes en direct avec vous. Le classement tout de suite à 25 minutes de l'arrivée, donc la McLaren numéro 59 pilotée par Yannick Dalmas est toujours en tête avec 3 minutes et 42 secondes, et c'est l'événement devant la Courage pilotée par Eric Hellary, Bob Volek et Mario Andretti. Et pour l'instant, c'est Eric Hellary qui est à bord de la Courage. C'est l'événement qui s'est produit il y a, disons, un quart d'heure. La Courage a dépassé la deuxième McLaren. Comment nous savons tout ça? Ces chronos, ces temps, nous le savons avec cette petite boîte là que j'ai entre les mains en ce moment. C'est un transpondeur et on peut le montrer, voilà. Un transpondeur, c'est-à-dire un appareil émetteur de signaux qui est à bord des voitures. Au moment où elles passent sur la ligne d'arrivée, elles envoient un petit signal et c'est récupéré par les chronométreurs officiels. Lionel Chamoulot, Henri Pescarolo, on va vivre 25 minutes formidables. Alors on l'espère vraiment, c'est parti pour en tout cas. C'est vrai qu'il y a 3 minutes et 42 secondes d'écart, Gérard, entre la voiture de tête que vous voyez là, c'est la voiture noire, la McLaren pilotée actuellement par Yannick Dalmas, et derrière, eh bien c'est Bob Volek qui est au volant de la Courage. Il y a 3 minutes donc 42 d'écart, ça paraît beaucoup car en regardant les chronomètres, lorsque la Courage eh bien, essaie de revenir, appuie sur l'accélérateur, on se rend compte, Henri Pescarolo, que Yannick Dalmas est en mesure de répondre et reste à peu près dans le même temps que de la Courage, ce qui veut dire que c'est très difficile maintenant de revenir à, je dirais, à la régulière. Oui, on a vécu une fin de course palpitante qui est pas loin d'être terminée, mais déjà il y a pas très longtemps il y avait les deux McLaren en tête. Dans un rush formidable, d'abord Eric Hellary, ensuite Mario Andretti et enfin Bob Volek ont réussi à rattraper une partie du temps perdu. Je dis bien une partie du temps perdu parce que vous vous souvenez tous que l'accident de Mario Andretti a fait perdre 30 minutes à la Courage. Rattraper 30 minutes par rapport à des voitures très compétitives comme les McLaren, c'est mission impossible. Ils se sont quand même lancés dans cette aventure tout à fait difficile à réaliser. Ils ont en partie comblé leur retard, mais il y en a toujours une devant, c'est celle de Yannick Dalmas. Et je dois dire que je suis très heureux pour Yannick, qui se plaignait un petit peu avant le départ de cette course d'avoir été oublié par les grandes écuries, les écuries favorites, et il ignorait à ce moment-là que McLaren était aussi une écurie favorite, parce qu'on savait très bien que le moteur BMW qui est dans la McLaren est un moteur très fiable. À ce sujet, on peut donner une petite anecdote. Quand on achète une McLaren pour courir la saison BPR, c'est-à-dire la saison de grand tourisme qui comporte 16 courses plus les 24 heures du Mans, le moteur est garanti pour la totalité de la saison. Ça veut tout dire. On est sûr de son coup, effectivement. Voici donc Yannick Dalmas en photo, vous connaissez ce visage. Yannick est donc un pilote que vous avez sans doute remarqué notamment en Formule 1. Il a couru 22 Grands Prix et puis il a réussi une très très belle reconversion avec Jean Todt et toute l'écurie Peugeot. Il a vécu la belle aventure de la 905, il a été champion du monde des voitures de sport. Il a gagné le Mans une première fois justement sur cette voiture en 92 et puis il est tenant de titre puisque l'année dernière il était sur une Porsche. Il a donc de nouveau remporté cette épreuve. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont 3 victoires. Ça serait simplement le 7e pilote de l'histoire à venir inscrire son nom au palmarès avec 3 victoires. Vous êtes encore devant Yannick Dalmas, Henri Pescarolo, mais enfin c'est pas mal ce qu'il est en train de faire Yannick. Sans doute que son expérience a été très importante parce qu'il était avec un pilote finlandais, Gigi Leto, qui lui était aussi à sa 3e participation, qui est un pilote excessivement rapide mais qui n'a peut-être pas la culture de l'endurance, et il était aussi associé à Masanori Sekiya, le japonais. Oui. Pardon. Du côté des chasseurs, du côté de la Courage avec Thierry Blanco qui a Eric Hellary près de lui. Oui, Gérard, tout à fait, avec Eric Hellary. Eric qui a un regard sur l'écran que nous avons derrière nous, que nous allons vous montrer tout à l'heure, avec l'écart des temps. 4 minutes 02 à la régulière, c'est pas possible d'aller chercher cette McLaren. Non, effectivement, c'est pas possible. Ceci dit, avec les petits malheurs qu'on a eu, on peut bien espérer que la voiture de tête aura des malheurs elle aussi. Et vous savez, au Mans, c'est 24 heures. C'est pas 23h50, c'est 24 heures. Et si la voiture de tête a un problème, ne serait-ce que dans la dernière minute, on peut gagner. Donc on y croit tous. Enfin, 24 heures et ça se joue à un sprint de quelques tours. C'est quand même extraordinaire, ça. Oui, c'est vrai. Ceci dit, on a perdu 30 minutes au stand malencontreusement. Et c'est pour ça qu'on est 2e aujourd'hui. Sinon, on aurait pu tranquillement assurer la victoire. Donc
Bon, je crois que c'est bien pour tout le public et tous les téléspectateurs. La victoire va se jouer dans la dernière minute. On attend avec vous. Voilà. Merci Thierry. Lionel, avant de replonger avec grande intensité dans les dernières minutes de course, on va aller faire un tour du côté de l'hôpital du Mans. Pourquoi? Parce que hier soir, aux alentours de 18h30, il y a eu un grave accident dans la ligne droite des Hunaudières. La WR numéro 8 est partie en tête à queue et Patrick Gonin, qui la pilotait, s'est retrouvé sur le toit, blessé aux côtes. Et depuis, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Laurent Frédéric Bollé est avec lui en ce moment. Laurent Frédéric. Oui, Gérard, effectivement, nous nous trouvons au centre hospitalier du Mans où a été transféré hier en fin d'après-midi Patrick Gonin à la suite de son accident dans la ligne droite des Hunaudières sur la WR numéro 8. Patrick Gonin se trouve dans cette chambre. Voici Andy Wallace sur sa McLaren. Numéro 51 qui est en 3e position. Formidable. Il est à un tour. Au moment où vous avez des émotions. Nelson, au moment où vous alliez donner l'antenne à Rome, je pensais à Rome, unique objet de mon ressentiment. Rome à qui j'allais immoler mes voitures. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, heureusement. Vous vous rendez compte? Premier pépin technique, ça fait plus de 24 heures qu'on est ensemble. C'était juste un signe des dieux pour rappeler que nous sommes faillibles. Mais on va aller jusqu'au bout. On va vivre un grand moment là. Alors simplement, Laurent Frédéric Bollé, oui, on va reposer la question à Patrick Gonin sur son état de santé parce que c'est vrai que c'était assez inquiétant hier quand il a quitté avec les ambulances ici le circuit. On s'inquiétait beaucoup sur son état de santé. Laurent Frédéric Bollé, vous êtes donc à côté de Patrick Gonin. Tout de suite, évidemment, première question, comment vous sentez-vous, comment allez-vous? Ça va mieux, je reprends peu à peu la forme, si je puis dire. Hier, c'était très difficile. De quoi souffrez-vous exactement? D'après les médecins, mais maintenant c'est sûr, fracture de 4 côtes, fracture de l'omoplate, et puis une compression au niveau du poumon qui me donne quelques difficultés à respirer. Oui, donc c'est pas rien. Vous savez à peu près combien de temps vous allez devoir rester immobilisé forcément? Non, je sais pas, mais enfin bon, je pense pas trop pour l'instant. Est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé hier dans la ligne droite des Hunaudières? Tout à fait, ça s'est passé précisément juste après la courbe de Mulsanne, située entre la courbe de Mulsanne et la bosse des Hunaudières. Et la voiture est partie tout simplement alors que j'étais en pleine ligne droite en aquaplaning à fond de 5e. Et là après, j'ai eu la chance de ne pas toucher de rail. Je suis resté sur la piste et c'était donc à la fois sur l'arceau de la voiture que je frottais et à la fois sur le casque. Ok Patrick, on va vous laisser vous reposer dans un premier temps tranquillement et puis on vous souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. Voilà Gérard, nous étions avec Patrick Gonin, on peut peut-être rassurer tout le monde, ça sera long mais rien de vraiment très très grave. Retour sur le circuit, c'est à vous Gérard. Oui, merci Patrick Gonin, merci aussi à l'équipe WR car nous sommes les premiers à avoir des nouvelles comme ça et pouvoir rentrer dans sa chambre. Allez tout de suite, les 15 dernières minutes maintenant des 24 heures du Mans 95 avec donc en tête la 59, Lionel Chiamulo, Henri Pescarolo, c'est à vous. Et elle se faufile, cette voiture 59, au milieu des voitures beaucoup plus lentes, vous le voyez. Le rythme est toujours assez élevé évidemment car Yannick Dalmas sait très bien que la Courage fait tout pour remonter, pour revenir à sa hauteur. Donc il est obligé de tourner quasiment aux alentours de 4 minutes. Pour l'instant il est en 4,04 alors que bien sûr Bob Volac lui essaie d'être plus rapide. Il est en 3,59 pour l'instant mais ça va être insuffisant pour revenir. Vous voyez l'écart, 3 minutes et 34 secondes entre la McLaren et la Courage numéro 13. Alors évidemment il va falloir rester très attentif Henri, être très très concentré au moment de doubler ces voitures qui parfois ralentissent, sont un petit peu qu'on appelle des chicanes mobiles. Il va falloir être très très attentif, rester concentré comme s'il fallait continuer encore le plus longtemps possible. À l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus facile de rester concentré quand on est en pleine bagarre comme ça jusqu'à la fin parce que très souvent vous avez pu sans doute remarquer que la dernière heure ou les dernières heures sont assez fastidieuses quand les positions sont établies depuis très longtemps, quand il y a plusieurs voitures de la même équipe qui respectent un tableau de marche. On assiste à une procession en fin de course sans intérêt sur le plan sportif et c'est dans ces conditions qu'il est très difficile de rester concentré parce qu'on roule doucement, on n'est pas à la limite, on rattrape des voitures qui elles aussi font un peu n'importe quoi et on a assisté quelquefois en direct en fin de course des 24 heures du Mans, soit des accrochages, soit des incidents qui étaient dus plus à des fautes de déconcentration. Alors là on voit Yannick Dalmas qui maintient la pression puisque tourner en 4,03 à quelques minutes de la fin de la course c'est un rythme
rythme très élevé. Bob Volek derrière doit se rendre compte que de toute façon il ne pourra plus le rejoindre, mais il est en 4.01, il a même fait 3.59 il y a un ou deux tours. C'est encore un rythme très très soutenu parce qu'on est obligé de se dire même à 10 minutes de la fin que si jamais la voiture de tête a un tout petit ennui, on pourrait regretter après de ne pas avoir forcé la cadence et pour la doubler juste avant l'arrivée. Donc les deux positions de tête sont encore possibles à inverser. Il suffirait que Yannick Dalmas ou que sa voiture ait un petit problème pour que Bob Volek et la Courage puissent passer devant. Tout le monde y croit encore, même dans des positions qui paraissent perdues pour la Courage. Alors on a vu la foule qui est revenue sur le circuit, les tribunes sont complètement garnies. Il n'a pas fait très beau, mais toute la nuit, le public est resté là. Et il y a une colonie britannique très très importante qui évidemment était habituellement derrière les Jaguars et qui maintenant se retrouve derrière cette fabuleuse voiture, cette McLaren F1 qui a réussi vraiment un festival incroyable. Alors là on revient avec la Courage, avec Bob Volek qui continue à être le plus vif possible, à être le plus rapide possible. Il faut jouer maintenant le va-tout absolu pour Bob Volek. Il le sait bien, il a beaucoup donné, Bob, pour donner des conseils, pour essayer de motiver tout le monde. Et c'est le final maintenant, et ça peut être le scénario le plus terrible, car si ça se trouve dans 13 ou 14 minutes maintenant, eh bien cette voiture va échouer, mais de très très peu. Alors que là on parlait des supporters britanniques, regardez-les, ils sont là, tout drapeau dehors. Et quelques drapeaux français bien sûr pour encourager encore l'écurie Courage qui pour sa 14e participation espérait bien enfin inscrire son nom au palmarès des 24 heures du Mans. Et on va bien sûr beaucoup regretter la sortie de piste de Mario Andretti, mais ça fait vraiment complètement partie de la course. Bob Volek qui bénéficie là d'une piste complètement dégagée, il peut prendre la trajectoire qui lui convient. Bien sûr, il n'est plus question maintenant de ravitaillement pour l'une ou l'autre des voitures. Et dans le stand de Courage, bien sûr, on attend de voir ce qui va se passer. Mais il y a certainement une énorme déception d'échouer finalement d'aussi peu pour cette 63e édition des 24 heures du Mans face à des grands tourismes, face à des GT, avec ce retour hallucinant donc pour les McLaren qui vraiment ont impressionné tout le monde dans cette épreuve d'endurance la plus prestigieuse du monde. Nouvelle ligne droite là pour Bob Volek. Je crois qu'on peut faire remarquer les conditions épouvantables dans lesquelles s'est déroulée cette édition des 24 heures du Mans. J'étais en train d'essayer de me souvenir, on n'a pas eu de pluie au Mans depuis quelques années. Et beaucoup de pilotes ont découvert la conduite de nuit au Mans dans des conditions très difficiles. Et c'était des conditions encore plus difficiles que la vraie pluie parce que la piste était très irrégulière quant à son humidité. Il y avait de temps en temps les trajectoires qui séchaient, de temps en temps la piste avec une petite ondée qui revenait, de temps en temps des endroits du circuit beaucoup plus mouillés que d'autres. C'était un circuit vraiment très très piégeux avec une visibilité au milieu de la nuit et l'apparition d'un petit peu de brouillard qui faisait qu'il fallait avoir en même temps d'expérience et en même temps beaucoup de prudence tout en allant très vite parce que les positions étaient très très proches les unes des autres. Et c'est là que les McLaren se sont révélés très efficaces parce que sur le sec, il est évident que les prototypes comme les Courage ou comme même la voiture de Kremer qui semblait un petit peu moins bien au point que la Courage aurait été largement devant puisque sur le plan des performances, il faut se rappeler qu'il y a eu 30 minutes d'arrêt au stand pour la Courage. Donc elle arriverait en ce moment avec 30 minutes d'avance sur le plan des performances pures. Mais la surprise, ça a été que sous la pluie, les McLaren se sont avérés plus efficaces que les prototypes parce qu'il faut rappeler que nous avons une limitation en ce qui concerne l'appui aérodynamique de nos voitures. Et à ce moment-là, le poids redevient un facteur de motricité sous la pluie. On se rappelle d'une année où des Ferrari marchaient aussi vite que les prototypes, des Ferrari Grand Tourisme, des GTO, simplement parce qu'elles ont beaucoup plus de motricité, beaucoup plus d'adhérence pour se relancer en sortie des virages. Là, vous parlez de ces conditions très difficiles, Henri. Il ne reste plus que 23 voitures en course pour l'instant à quelques minutes maintenant de l'arrivée. Seulement 23 voitures sur 48 qui étaient au départ. Mais ce serait intéressant de faire la proportion des abandons sur accident. Il y a énormément de voitures qui ont abandonné sur sortie de route. Il y a un vrai cimetière derrière. Oui, devant nous, ce serait drôle de voir les stands parce que beaucoup de rideaux sont fermés et tous ces rideaux sont les stands des voitures qui ont été accidentées pour la plupart. Alors en dehors de Patrick Gonin, il n'y a pas eu d'accident grave. C'était des têtes à queue qui se terminaient contre un rail, quelquefois avec un peu moins de chance que Mario Andretti.
ralentis, les voitures ne pouvaient pas repartir, mais c'était vraiment très très dur de ne commettre aucune faute, et je crois qu'on peut vraiment tirer un coup de chapeau à Yannick Dalmas, à Bob Volek, à ceux qui sont en tête actuellement, parce que passer à travers tous les pièges au cours de cette nuit, c'était vraiment du grand art. Et le classement avec cette série impressionnante de McLaren, seul la Courage a réussi à s'intercaler dans les 4 premiers. On parlait de Patrick Gonin, s'il nous écoute, on voudrait le saluer à notre tour et lui dire qu'il a bien sûr toujours le record du tour en 3:51,41. Il a tourné à 211 km/h de moyenne, un peu plus, même 573. Donc il aura bien comme meilleur souvenir pour lui de ces 24 heures du monde qui resteront marquées par son accident, le meilleur temps à son actif. Et puis il y avait la première ligne qui était entièrement prise par les deux WR, et c'était un exploit tout à fait remarquable parce qu'en début de course, j'en ai parlé avec Bob Volek, moi j'avais adopté un rythme un petit peu plus lent volontairement. J'avais aussi une voiture un petit peu plus lente que celle de Bob Volek, mais lui me disait que derrière les WR, elles étaient non seulement plus rapides en ligne droite, mais plus rapides en tenue de route et plus rapides en sortie de virage. C'est vraiment des voitures très efficaces. On revient sur Yannick Dalmas, donc qui n'est plus qu'à 6 minutes 30 du bonheur, alors que là on est à bord de la Honda NSX des Japonais. Cette Honda qui, eh bien, malgré tout, aura tenu quand même dans sa catégorie le haut du panier avec cette GT2. Elle est en tête devant 2 Callaway et 2 Porsche, donc bonne tenue de cette Honda. On est ravis pour nos amis japonais qui suivent avec un intérêt énorme les 24 heures du Mans. Là-bas, c'est une course qui est la plus populaire de toutes les courses, même de celles organisées dans leur pays. Et la télévision japonaise retransmet des heures et des heures de direct, car là-bas, cela passionne un énorme public qui a des taux d'écoute absolument faramineux, même en pleine nuit avec le décalage horaire. Donc on voulait saluer cette Honda classée donc première dans le groupe GT2. Et les drapeaux britanniques qui sortent, Union Jack qui flotte pour saluer ce qui va être sans doute la victoire probable, hein. On va pas trop s'avancer, il reste à peine 5 minutes de cette McLaren. Cette McLaren à moteur BMW, c'est un V12 à 60 degrés. Ça a été une voiture qui a été rêvée, imaginée par Ron Dennis, le patron de l'écurie F1 McLaren, qui voulait absolument amener son savoir-faire dans une autre catégorie de voitures. Il a demandé à Gordon Murray, un créateur génial, un ingénieur génial, de créer en fait la voiture absolue, la meilleure voiture qu'on pouvait mettre sur la route. Alors au début tout le monde était un petit peu sceptique, ça a été difficile comme démarrage puisque cette voiture coûte $1 million, c'est-à-dire un peu plus de 5 millions de francs, et évidemment il n'y a pas eu beaucoup d'acquéreurs au début, mais elle a réussi cette voiture à s'imposer dans le championnat BPR, et maintenant elle réussit à s'imposer dans la plus prestigieuse des courses au monde, les 24 heures du Mans. Et Ron Dennis, qui est un homme qui a des objectifs très précis, n'imaginait peut-être pas qu'il remporterait un succès aussi important avec ces voitures qui maintenant vont rentrer elles aussi dans la légende du Mans. Elles rappellent certaines grandes voitures qui ont couru ici. En fait, je crois que Ron Dennis peut remercier la crise internationale qui a eu lieu, parce que vous savez qu'à un moment il y a eu une flambée sur les prix des voitures extraordinaires. Toutes les voitures devenaient des voitures de collection. C'était un investissement rentable que d'acheter une voiture. Donc beaucoup de constructeurs se sont lancés dans la construction de ces voitures de prestige. Et la crise venant et voyant qu'il n'était pratiquement plus possible de vendre ce genre de voitures, Gordon Murray, lui, s'était fait plaisir en construisant tout simplement un prototype routier, parce qu'il faut bien reconnaître que quand on a vu une GT40 sur le circuit des 24 heures du Mans et quand on voit une McLaren maintenant, c'est pas très différent. Non. Et ne pouvant plus vendre beaucoup de voitures, ou même pas du tout à ce prix-là, ils se sont orientés vers la compétition, alors qu'à l'origine c'était pas du tout le but de l'opération. Il n'était pas question d'engager des McLaren F1, elle s'appelle F1, mais des McLaren GT dans un championnat quelconque qui n'existait d'ailleurs pas. Et quand le championnat BPR a vu le jour, eh bien McLaren a saisi l'occasion et a lancé la fabrication ou la préparation de 5 ou 6 voitures donc spécialement adaptées à la course, et c'était d'autant moins dur que, comme on l'a dit tout à l'heure, Gordon Murray s'était fait plaisir en construisant tout simplement un prototype pour la route. On a vu les drapeaux Ferrari aussi qui sortaient des stands pour saluer le passage de Michel Ferté, qui est en 12e position avec Thévenin et Palao. Et ça, c'est une grosse surprise, parce que dans le championnat BPR, les Ferrari F40 ont une réputation d'être très rapides mais absolument pas fiables. Elles terminent jamais des courses de 4 heures.
Et là, Michel Ferté et son équipe étaient en train de prouver que finalement, une F40 bien préparée peut terminer une course de 24 heures et c'est la grosse surprise. Alors le public se prépare pour cette arrivée. Vous savez que généralement, eh bien, ce public envahit la piste. Il reste encore quelques minutes car hier le départ a été donné à 16h01, c'est dire la précision au moment du départ. Donc on s'achemine vers cette victoire, cette troisième victoire pour le Français Yannick Dalmas qui est actuellement à bord de cette voiture toute noire et qui continue à tourner dans un très très bon rythme en 4 minutes et 9 secondes. Bob Volek est en 3,59 mais il est loin à plus de 3 minutes, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écart. Et on se prépare à passer le drapeau à damier après 24 heures de course, donc tout le monde attend cette victoire. Le public commence à se masser au bas des tribunes. Alors bien sûr, on va rester avec Yannick Dalmas car c'est un énorme moment pour le sport automobile. Les 24 heures du Mans ont changé de règlement à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Et là, on était ravis de retrouver finalement un plateau qui paraissait un petit peu disparate, mais où on s'est rendu compte que en profitant des circonstances de course, par le biais aussi d'aménagement dans le règlement, eh bien, on pouvait proposer un plateau excessivement intéressant et spectaculaire sur le plan de la course avec des rebondissements. C'est vrai qu'on était tous dans l'incertitude, il faut bien le reconnaître, au moment du départ de ces 24 heures du Mans, se demander si les GT étaient capables d'aller chercher les prototypes. Eh bien on a une réponse, et quelle réponse, avec notamment ces McLaren. Alors l'équipage est composé de Masanari Sekoyana qui est un japonais, il s'est même marié ici aux 24 heures du Mans en 1987, c'est qui a. Et puis donc il y avait Gigi Leto, le finlandais, de son vrai nom Jirki Jarvi Leto, qui a disputé déjà 62 Grands Prix en Formule 1, et Yannick Dalmas, alors qu'il reste donc à peine une minute. Là il n'a pas de chance parce qu'il vient de passer devant le drapeau à damier une minute trop tôt, il est obligé de faire un tour de plus. Il va faire un tour de plus, Yannick, c'est vrai, à quelques secondes près c'était terminé, mais enfin apparemment il n'y a pas de problème, il continue sur un bon rythme. La boîte de vitesse de la McLaren en 3e position était tout à l'heure une source d'inquiétude pour l'écurie avec Andy Wallace au volant et la famille Bell, mais là apparemment Yannick lui continue sur son rythme sans problème. Il a course gagnée maintenant. Une belle performance aussi de Derek Bell qui a déjà gagné donc 5 fois les 24 heures du Mans. Il a failli passer tout près de l'exploit, regagner une 6e fois alors qu'il avait annoncé sa retraite il y a 2 ans. Pour la 1e fois d'ailleurs. Pour la 1e fois. Et puis en plus, courir avec son fils, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dans l'histoire des 24 heures du Mans qui ont failli gagner avec un équipage père et fils. Il y avait Rosier dans le temps, si mes souvenirs sont exacts, qui a couru avec son fils. Belle performance aussi d'une autre McLaren, celle de notre ami Grouillard, avec Giroir qui a fait une très belle performance. C'est leur première année de course dans la série BPR et dans la série Grand Tourisme. Et aussi ils ont perdu du temps au départ, mais avec un incident. Ouais, une voiture arrêtée, c'est la Honda malheureusement qui est à l'arrêt, alors que là cette fois, eh bien, on va baisser le drapeau à damier pour, eh bien voilà, c'est fini avec la précision du chronomètre, vous le voyez en haut. On a dépassé les 16 heures et Yannick Dalmas va boucler son dernier tour. Il va pouvoir profiter là dans sa voiture de cette joie immense, car c'est vrai que Henri le précisait tout à l'heure, il était très déçu, il se disait mais enfin j'ai réussi à gagner 2 fois le Mans et je n'arrive pas à avoir un volant. Il pensait pouvoir conduire pour Kremer cette année. Finalement il n'a pas pu trouver sa place dans les équipages de l'écurie allemande. Il était un peu déçu et finalement il a signé pour McLaren. Il n'a pas à le regretter, alors qu'il y aura beaucoup de regrets, de déception dans le stand Courage, car Bob Volek va échouer à 3 minutes à peine de Yannick Dalmas. Cette 2e place au goût très amer. Encore une fois, cette voiture avait la possibilité de gagner s'il n'y avait pas eu cette sortie de route de Mario Andretti hier, qui a cassé les roues arrière, qui a endommagé l'arrière de la voiture. Il a fallu 30 minutes pour réparer, et cela finalement a condamné cette voiture à ne pas gagner. 14e participation et toujours pas de victoire, alors qu'on espérait beaucoup cette année dans l'écurie régionale, dans l'écurie locale. C'est quand même le plus beau résultat au Mans d'une Courage, il faut le faire remarquer. C'est sûr que c'est une très belle récompense pour cette écurie très méritante, mais il est vrai aussi qu'il doit y avoir beaucoup de regrets en ce moment chez Courage et chez tous les sponsors de l'écurie, parce que c'était la voiture pour gagner. Je l'avais un petit peu annoncé avant la course, c'était vraiment la voiture favorite avec un moteur Porsche d'usine. C'est la première fois que Porsche... Lionel, Henri. Voilà, oui. Bah écoutez, nous sommes maintenant avec l'équipage victorieux ici, avant qu'ils entrent sur le podium avec Gigi Leto
qui est en train de regarder sur la piste. Ils sont très heureux. J'espère que vous avez l'image parce qu'on travaille dans des conditions vraiment pas faciles. Non, voilà. Pour l'instant, on a la voiture, Thierry, la voiture qui continue, qui n'est pas encore dans la ligne droite. Parce que tout a été facile jusqu'à maintenant. Ouais. La voiture va arriver, elle est en tout cas en pleine forme sur le circuit, ne vous inquiétez pas. Avec ce système où on abaisse le drapeau non pas devant la voiture de tête mais à 16 heures, c'est-à-dire après 24 heures de course, ça fausse un petit peu l'arrivée parce qu'il serait plus logique d'abaisser le drapeau devant la voiture qui gagne, ce serait beaucoup plus simple. Mais enfin, ne vous inquiétez pas, elle roule, elle arrive et il n'y aura pas de déception pour notre ami Yannick Dalmas. Il a vraiment gagné pour la 3e fois les 24 heures du Mans. Chapeau Yannick. Voilà. Lionel, oui. Vous avez une image de Gigi Leto? Toujours pas. Voilà Gigi. Voilà Gigi, fantastic race, fantastic victory. Very fantastic. I'm just waiting to see the car crossing the finish line. I mean, it hasn't crossed it yet, so we are really waiting. But it was a long race, especially when it was raining and very hard. But the car was working very well all the time, and the team was working wonderfully, and all the drivers were very, very equal. No mistakes, so that was the reason we won. Voilà, on va traduire. Fantastique, voilà, on va traduire. Vous traduisez Lionel, je peux traduire. Il a envie d'aller très rapidement sur le bord de la piste pour voir l'arrivée. Gigi Leto, il remercie toute l'équipe qui a été formidable et sa voiture justement arrive. Passe à la ligne d'arrivée là. Ça y est, cette fois c'est sûr. Yannick Dalmas a remporté pour la 3e fois les 24 heures du Mans. Il a tout de suite arrêté sa voiture, il ouvre sa portière pour saluer ses amis. Et ils sont nombreux au bord de la piste à ovationner Yannick. On est ravis pour lui. C'est un pilote de grand talent, très humain, qui a vraiment réussi une belle reconversion après la Formule 1 et qui est là une nouvelle fois récompensé par cette très très belle victoire. Gigi Leto, évidemment, lui aussi est ravi. Il avait eu quelques déconvenues en Formule 1 à la suite d'un accident où il a été touché au cervical. Et bien là, ça lui promet vraiment de bons moments d'avoir réussi à remporter ces 24 heures du Mans. C'était sa 3e participation au Mans à Gigi Leto. Il avait été obligé d'abandonner en 90 et en 91, il avait terminé 9e. Les Japonais aussi, des équipes japonaises qui applaudissent. C'est un petit peu le moment des bilans, de la fête pour les uns, de la déception pour les autres. Mais il y a toujours quelque chose qui prédomine ici, c'est quand même d'ovationner tous ceux qui terminent, tous ceux qui ont réussi à rester sur cette piste pendant 24 heures, de fournir un spectacle superbe. Et on a été vraiment ravis de vous proposer ces 24 heures du Mans, car c'est un peu des 24 heures du Mans nouvelle génération qu'on a pu vivre maintenant avec cette nouvelle confirmation de cette voiture extraordinaire qui est la McLaren F1. On voit déjà les pilotes qui ont la couronne des vainqueurs. C'est une tradition qui avait un peu disparu des podiums, mais là on retrouve les couronnes de fleurs autour des vainqueurs. Alors que là vous avez le classement, ce classement donc qui nous permet de voir que la Mazda finalement termine en 7e position. La Honda est 8e et c'est celle qui était arrêtée sur la piste juste avant 16 heures. Oui, mais le règlement a changé, il n'y a plus besoin de franchir la ligne d'arrivée pour être classé, donc il n'y a pas de problème pour elle. Et ce drapeau anglais qui va flotter donc sur le Mans. « 23 voitures à l'arrivée. Et les voitures qui, après être passées devant la foule, eh bien, vont dans le parc fermé pour les vérifications techniques. Et voilà Yannick Dalmas qui est descendu, qui enlève très calmement ses gants, qui va enlever son casque aussi pour respirer enfin, car cette fin de course a été palpitante. Longtemps, cette équipe était obligée de se battre pour revenir à hauteur de l'autre McLaren, celle de Wallace et de la famille Bell. Et ce matin, ils sont parvenus à reprendre la tête, à profiter aussi d'un petit problème de boîte de vitesse ou de transmission de l'autre McLaren pour se frayer un chemin vers la première place. Une formidable récompense pour Yannick, parce que vous savez que maintenant il a fait son deuil de la Formule 1. On l'avait annoncé comme le nouveau Prost, c'était le grand espoir. Il a malheureusement raté sa chance en étant dans une voiture non compétitive au départ de sa carrière. Maintenant, il s'est reconverti en Allemagne dans le championnat des voitures de tourisme. Avec Opel. Et revenir au Mans dans une voiture qui n'était pas favorite et gagner la course, certainement grâce au brio des 3 pilotes. Yannick est un pilote formidable, formidablement sûr et formidablement rapide. C'était une énorme récompense pour lui, il le mérite vraiment. Thierry Berthaud. Oui, il nous reste 1 minute, alors les confidences de Mario Andretti par exemple. Oui, Mario, are you not so sad at the moment?
Oh no, not sad at all. I mean, I think we had a good race and we did the best we could. On a fait une belle course. Just certain things that happened and il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. The car just went through without any problem. Et c'est normal dans ce genre de course qu'on ait des problèmes aussi. I'm proud of our effort. Je suis très fier des efforts qu'on a fait. Eric here and Papa Volek, everybody did very well, I think. Back in Le Mans next year? Hopefully, yes. J'espère vraiment revenir l'année prochaine. Même si on lui a volé son casque, parce que pendant la nuit, on a volé le casque de Mario Andretti pendant que sa femme dormait dans la caravane. Juste derrière, là-bas, il y a quelqu'un qui est rentré dans la caravane et qui a volé le casque. Quel joli souvenir. Nous, on va essayer de piquer la McLaren. Hein. Oh, carrément, c'est bon, plus d'accord. difficile. Ok, on se retrouve dans Stade 2 sur la 2 tout à l'heure avec Yannick Dalmas. Les coulisses sur cette McLaren, justement, le résumé de l'épreuve. Et juste avant de retrouver Nelson Montfort et la gymnastique, une petite page de réclame en couleur.